Donc il y a toujours un tout petit décalage entre le moment où c'est enregistré et où ça passe en ligne. Ça commence, hein? Bébé, on est en plein. Ça. Et voilà. Très bien, c'est parti. Bonjour Delphine. Bonjour, bonjour. Elle est repartie déjà. Voilà. C'est bien. Alors attends, que je coupe là le son. Et voilà. OK. Donc bonjour à toutes et à tous. Voilà. On s'excuse voilà, il y a eu un petit retard au niveau de la connexion, mais tout est rétabli, tout va bien, tout le monde est présent. Donc je suis très heureux d'être à nouveau ici parmi vous. Il y a déjà un certain nombre de personnes voilà, qui se sont connectées. Et pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois, donc je suis François Paris, le président de l'association La Source d'Espérance. Donc j'insiste particulièrement en ces périodes un peu agitées sur ce dernier mot, l'espérance. C'est elle qui nous permet de continuer à avancer pour passer les épreuves qui se présentent sur notre chemin et qui nous donnent l'espoir que le meilleur va arriver. C'est d'autant plus important en ces périodes de Noël où, pour les catholiques, ça marque l'arrivée justement d'un sauveur qui apportait beaucoup d'espoir. Et au sein de cette association, je suis accompagné de toute une équipe de bénévoles que je remercie au passage. Je sais qu'ils sont derrière leurs écrans. Et le but est d'apporter une aide morale aux personnes qui ont connu des épreuves de vie, décès, maladies. Si l'on part du principe que ce sont toutes ces expériences qui nous font grandir spirituellement, nous pouvons donc tous être concernés. Nous souhaitons également transmettre la notion de survivance de l'âme. Il y a autre chose après le décès du corps physique. Mourir, ce n'est pas s'éloigner irrémédiablement. C'est simplement un changement d'état vibratoire, une fréquence différente. C'est la chenille qui devient papillon, la glace qui devient vapeur. Einstein disait « La vie est énergie. Elle circule en permanence et ne peut pas disparaître. Il suffit d'observer la nature. Tout est cycle régulièrement renouvelé. Et c'est ainsi que nous sommes tous, consciemment ou inconsciemment, en train de parcourir notre chemin d'évolution individuelle, au gré de notre libre arbitre et en interconnexion avec les autres sur le chemin de l'humanité. Prendre conscience de ce fait doit nous permettre, surtout en ces périodes particulièrement anxiogènes, de conserver l'espoir et de vivre dans cette foi en un au-delà qui permet de réduire, voire faire disparaître la peur. N'ayez plus peur de la mort et vous n'aurez plus peur de vivre. Ce virus fait partie de la vie et c'est à nous adapter en renforçant notre immunité. Reconnectons-nous à la nature, renforçons notre état émotionnel intérieur. Faisons attention à la qualité de nos pensées qui circulent sans limite de temps ou d'espace. Il importe également de rester dans des actes positifs pour chaque chose contre laquelle nous luttons ou que nous voulons voir améliorer. Et chaque fois que nous luttons contre quelque chose, nous renforçons cette chose. Ainsi, il importe de ne pas manifester contre la guerre, mais d'œuvrer pour la paix. Je vous invite vraiment, pour cet après-midi, à écouter cette conférence avec votre cœur. Laissez s'apaiser votre mental. Ressentez et vivez, acceptez vos émotions. Partageons tous ensemble,
nos plus belles vibrations pour former un magnifique égrégore de paix et d'amour dont notre planète et nous-mêmes avons tant besoin. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Didier Giraud, qui nous parle en direct depuis Bazas, en région bordelaise. Il va partager avec nous sur le hasard ou comment en prendre conscience pour ne plus vivre sa vie par hasard. Vous pouvez poser vos questions directement sur le chat si vous êtes inscrit au préalable avec un compte Google. Et vous avez également la possibilité d'utiliser l'adresse mail dédiée. Elle va apparaître lorsque je l'aurai mise en place. C'est celle-ci, voilà. Donc, une adresse mail spécifique durant le temps de la conférence. SDE questions, au pluriel, pardon. Hop, que je corrige, @google.com. Pour tout renseignement sur l'association ou inscription à la liste de diffusion, je vous invite à passer par notre site et l'adresse d'origine, la source d'espérance @free.fr. Je vous souhaite un très bel après-midi et laisse la parole à Didier. Merci François, bonjour à tout le monde. Alors, juste un tout petit correctif par rapport à ce que tu as dit. Je ne suis pas situé à Bazas, mais à Ambarès. Donc, Bazas, voilà, Ambarès. Voilà, Bazas étant au sud de Bordeaux, et moi je suis plutôt au nord de Bordeaux. Alors, je me présente brièvement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Didier Giraud, je suis médium. J'ai toujours été médium depuis que je suis tout petit. Sauf que petit, on n'a pas conscience qu'on peut avoir des capacités, des perceptions, étant donné que dans l'innocence dans laquelle on est enfant, on s'imagine pas qu'on puisse être différent les uns des autres. Donc, c'est-à-dire que tout ce que j'ai l'habitude de vivre, pour moi, c'était commun à tout le monde. Donc, quand je ressentais des choses, je voyais pas la nécessité d'en parler, puisque si c'est commun à tout le monde, j'ai rien à apprendre aux autres. Voilà. Donc, c'est en grandissant petit à petit que je me suis rendu compte que les autres ne réagissaient pas comme moi, n'avaient pas la même logique, ne prenaient pas les bonnes décisions par rapport à ce qu'ils avaient pu ressentir des événements à venir. Et ça m'a amené à me poser beaucoup de questions. Et quand j'ai compris qu'il y a quelque chose qui clochait, j'ai pas pensé que c'était les autres qui étaient différents, qui étaient pas normales. J'ai pensé que c'était moi en fait. Moi qui fonctionnais pas correctement, qui avait pas la même logique que les autres. Alors c'est vrai que quand on a l'habitude de percevoir les choses en avance, on s'adapte, on prend les bonnes décisions. Si par exemple avec un groupe de copains, on avait une heure de perm et puis que il y a des copains qui voulaient sortir et on profitait de cette heure de perm pour aller à l'extérieur, à la galerie marchande, le centre commercial à côté, il pouvait m'arriver de ressentir qu'il fallait surtout pas y aller, qu'on allait aller au-devant d'ennui. Donc moi, j'ai essayé de les convaincre, de leur dire non, 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 venez, on reste là. Bon, bien évidemment, personne m'écoutait. Et de ce fait, l'événement, je vais pas dire catastrophique, mais négatif que j'avais perçu, étant arrivé, après ça suscitait en moi de la colère parce qu'on m'avait pas écouté et parce que j'avais pas réussi à convaincre les autres. Donc pendant toute mon enfance, en fait, ça a été quelque chose qui n'a pas été évident à vivre. Et comme j'avais pas envie qu'on me voie comme quelqu'un de mal fabriqué, de mal fini, moi pendant toute mon enfance, j'ai pensé que vraiment le problème était de moi. Et pendant très longtemps, j'ai même pensé que j'étais un attardé mental, comme je fonctionnais pas comme les autres. Il a fallu vraiment des années et des années avant de me rendre compte que ce que j'avais qui clochait en moi, c'était pas quelque chose en moins, c'était quelque chose en plus. Après, ça fait pas de moi quelqu'un d'exceptionnel. On a tous la capacité, je dis bien tous, cette capacité de pouvoir ressentir. Il suffit simplement d'arrêter de réfléchir, de mettre le mental de côté et de se reconnecter à ces sensations, ce que l'on ressent, ce que l'on peut percevoir, sans jugement, sans avoir peur de passer pour un idiot, simplement vraiment en écoutant avec son cœur. Je dis bien, on a tous cette capacité, et chaque fois que je fais des conférences en salle, donc là c'est la première conférence que je donne en live comme ça, mais je vais le dire de la même manière, cette capacité on l'a tous, et je peux le prouver.
Alors d'habitude, quand c'est en salle, je m'adresse à la salle et je dis à ceux pour lesquels ceux qui vont se sentir concernés par un oui à ma question, levez la main. Bon, là, je ne pourrais pas voir vos mains levées, mais l'exemple que je donne, c'est est-ce qu'il vous est déjà arrivé de croiser quelqu'un pour la toute première fois et sans aucune raison et sans savoir pourquoi, vous savez que cette personne-là, c'est pas quelqu'un d'anodin, ça va être quelqu'un de très important. Il y a un élan de sympathie qui vous pousse vers cette personne. Et on a le sentiment de la connaître, cette personne. On sait qu'il n'y a aucun risque. On sait qu'on va vivre une super grande amitié, voire au-delà d'une amitié. On en est persuadé, on le sait. C'est comme si on reconnaissait cette personne. Et on a beau réfléchir, on a beau essayer de se rappeler, de se remémorer l'endroit où on aurait pu éventuellement la rencontrer. Alors on va chercher dans nos études, les établissements scolaires auxquels on est allé, les vacances où on a pu passer ses vacances. Et on a beau chercher, on ne trouve aucun point commun entre cette personne et nous. Et pourtant, on la connaît, on la reconnaît. Et chose étonnante, cette personne qui est en face, d'après son expression, elle-même, elle est étonnée. On sent qu'elle a également cet élan de sympathie. Et on a presque envie de se faire la bise comme si on était heureux de se retrouver, mais on n'arrive pas à se rappeler, ni l'un ni l'autre. Tout simplement, en fait, c'est votre ressenti qui vous a connecté à l'énergie de cette personne. Et dans son énergie, vous reconnaissez une personne qui est similaire à vous. Un petit peu comme si vous reconnaissiez un frère ou une sœur d'âme. D'ailleurs, c'est probablement le cas. Avant de s'incarner, on a une famille spirituelle et comme sur Terre, il y a des âmes de l'autre côté avec lesquelles on est extrêmement liés et très proches. Et quand on a la chance de se réincarner en même temps sur Terre et de se retrouver pendant ce laps de temps sur Terre, c'est ce que ça provoque. Le sentiment qu'on reconnaît cette personne et cet élan de sympathie. Donc à ce moment-là, quand je demande à qui c'est déjà arrivé, il y a plein de mains qui se lèvent. Je peux donner l'exemple inverse, qui est tout aussi vrai. Vous rencontrez quelqu'un pour la toute première fois, sans aucune raison et sans savoir pourquoi. Vous savez qu'il faut vous méfier de cette personne, que vous ne pouvez absolument pas lui faire confiance. Vous avez capté ces énergies. En captant ces énergies-là, il y a une méfiance naturelle qui s'installe. Voilà. Donc là encore, dans la salle, il y a plein de personnes qui vont lever la main. Et le troisième exemple que je peux donner, mais je pourrais en donner plein d'exemples, mais je me limite à 3 parce qu'on est limité par le temps. Le troisième exemple, c'est, je sais pas moi, vous êtes en train de regarder la télé, vous êtes en train de faire le ménage, essuyer votre vaisselle, en train de bouquiner, peu importe. Vous avez le mental qui est complètement au repos. Le fait d'avoir le mental au repos, il n'y a pas la capacité de réfléchir, et puis on laisse l'esprit aller aux choses qui vont et qui viennent. Et tout à coup, vous allez vous dire, tiens, en fait, ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles de Monique. 2 minutes après, le téléphone sonne, vous décrochez, Monique au bout du téléphone, qui vous appelle parce que elle estime que ça fait longtemps que vous n'étiez pas en contact, que vous n'avez pas pris de nouvelles l'un et l'autre. Et là, c'est étonnant parce que vous venez à peine de penser à elle. Et la première chose que vous allez dire, c'est tiens, c'est marrant, je venais justement de penser à toi et de me dire que ça faisait longtemps qu'on s'était pas appelé. Et quand je demande qui se sent concerné par cet exemple, il y a plein de mains qui se lèvent. Et à ce moment-là, avec un petit trait d'humour, je dis ah, vous connaissez tous Monique alors. Voilà, donc c'était pour la petite touche d'humour, mais tout ça pour dire qu'on a tous la capacité de ressentir. Voilà. Encore faut-il l'écouter et ne pas en avoir peur. La première chose qui va nous bloquer dans nos ressentis, c'est la peur. Si on a peur d'entendre des mauvaises nouvelles, le meilleur moyen de ne pas en entendre, c'est de rien capter du tout. Donc il faut faire abstraction de ce qu'on peut ressentir. Donc voilà un petit peu pour la présentation. Je suis pas quelqu'un de différent, je suis comme tout le monde. Tout le monde est comme moi. Simplement, ma capacité à moi de pouvoir ressentir, de percevoir des lieux, des personnes, des événements à venir, ou même des événements passés, elle est peut-être plus développée, cette capacité, parce que je perçois les choses depuis très très fort, depuis que je suis tout petit. Et tous les enfants naissent médiums. On n'a pas de mental
quand on vient au monde. Il n'y a pas de logique, on n'a pas la capacité de réfléchir. On arrive dans un monde et dans un état qu'on ne reconnaît pas, puisqu'on nous efface notre mémoire. Et du coup, la seule chose qui nous appartient, c'est ressentir tout ce qui se passe. Voilà, ressentir notre corps, la sensation de chaud, de froid, de choses agréables, désagréables, etc. On est à fond connecté à nos sensations, à notre ressenti. Et c'est plus tard, avec l'éducation des parents, avec l'école, avec les règles de la société, que petit à petit, l'enfant s'éloigne de ses ressentis, de ses perceptions. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de règles. Donc, il y a les règles à la maison. On finit par comprendre que quand je fais ça, ça plaît à papa et à maman. Par contre, quand je les écoute pas et que je fais pas ce qu'il faut, ils se fâchent et ils me grondent. Et bien évidemment, aucun enfant n'aime être grondé par ses parents. Donc, du coup, petit à petit, on s'éloigne de soi et on est de plus en plus à l'écoute des autres. On est à l'écoute de papa et maman, on cherche à leur faire plaisir. Ensuite, plus tard, on est à l'écoute de la maîtresse. Il y a des règles en classe, on peut pas faire ce qu'on veut. Et puis, il y a l'interaction avec les copains et les copines qui ou nous intègrent dans leur groupe ou nous rejettent, et toujours en fonction de leurs désirs à eux, de leurs attentes à eux. Et peu à peu, on est de plus en plus à l'écoute des attentes des autres pour être accepté et éviter d'être rejeté. Et de moins en moins, on est à l'écoute de soi. Pour moi, être médium, c'est avant tout être dans le cœur. Et être dans le cœur, ça veut dire qu'il faut s'accepter, s'apprécier, s'aimer tel que l'on est, sans se juger, sans se comparer vis-à-vis des autres. Et c'est également accepter, aimer les autres tels qu'ils sont, même s'ils sont différents. À partir du moment où on est dans cet état d'acceptation, il n'y a plus aucune barrière. Il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de critique, il n'y a plus de ça me plaît pas. L'autre est comme il est, peu importe, ça ne me dérange plus. Et je suis comme je suis. On peut être différent. Et quand on est dans cet état d'esprit, c'est là où on se rend compte que les différences, c'est pas des critères qui nous éloignent, qui nous séparent les uns des autres. Au contraire, les différences nous enrichissent les uns des autres. Il faut arrêter d'être dans cet ego où on a toujours besoin d'être supérieur aux autres, de se mettre en avant et d'écraser les uns et les autres. Voilà. Quand on est vraiment dans cet état, je considère qu'on est médium parce qu'on accepte les autres. Et quand on est dans l'acceptation, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de méfiance et on ressent l'autre, on le comprend. Aujourd'hui, le thème de la conférence, donc sur le hasard, elle m'est tombée dessus par hasard et vous allez comprendre que le hasard n'existe pas. En fait, à la base, quand j'ai commencé à faire des conférences en 2011, j'avais 3 thèmes. Mon parcours de médium, où j'explique un petit peu la prise de conscience de ma médiumnité, comment elle s'est développée, etc. Et ça, c'est pour aider les personnes qui souhaitent avoir un développement spirituel à être à leur écoute à eux. Le deuxième thème était sur la notion de voyance. Qu'est-ce que la voyance, comment elle fonctionne, etc. Et le troisième thème, c'était le contact avec les défunts. Après, il y en a eu un quatrième sur les guides spirituels, un cinquième sur la notion du cœur, voilà, la philosophie du cœur. Le sixième, le hasard. Le hasard n'existe pas. Et en fait, je voudrais commencer à aborder ce thème-là avec la première fois où on m'a donné une définition du hasard. C'était justement, c'est ça qui est drôle, c'était à Bazas. J'étais invité par Tatiana, la présidente de l'association de Bazas, qui voulait me faire intervenir, mais comme c'était en 2012 et que moi j'avais commencé à faire mes conférences en 2011, j'étais pas encore tout à fait connu. Et Tatiana, en tant que présidente de l'association, elle prenait un risque à faire intervenir un nouveau médium. Donc, avant de me faire intervenir en salle directement, elle m'avait dit, il y a une assemblée extraordinaire qui se réunit une fois par an, c'est dans 15 jours, est-ce que tu voudrais y venir? Ça te permettra de faire connaissance avec le bureau et je pourrais te présenter au bureau. Bon, en tant que médium, j'ai bien perçu qu'en fait, elle avait besoin de me voir une première fois pour savoir si elle allait passer le cap de me faire confiance et de me faire intervenir. J'ai joué le jeu, j'y suis allé, et ils discutaient de la vie de l'association, etc. Et à un moment donné, Tatiana a abordé un thème sur les livres que mettait à la disposition l'association à ses adhérents, gratuitement. Et en abordant ce thème, elle dit, bon, on a un souci avec les livres, il nous en manque.
ils avaient peut-être dans leur bibliothèque environ 54 livres et ils en avaient plus que 39. Donc, pour l'association, beaucoup de livres qui sortent, ils n'ont pas forcément les moyens d'en acheter. Donc du coup, Tatiana soulève ce questionnement. Et là, il y a une dame qui appartenait au bureau, qui s'est énervée, qui s'est mise en colère, qui était très très agacée et qui a commencé à dire non mais c'est pas vrai, on est une association d'aide au deuil, on est là pour leur rendre service. On les aide à remonter leur morale, à retrouver goût à la vie. Et ils viennent, ils prennent les livres et ils les rendent pas. C'est quoi cet esprit-là? Donc elle était très en colère. Et à ce moment-là, elle me regarde et elle s'adresse à moi. Et puis elle me dit, bah tiens, vous qui êtes médium, qu'est-ce qu'ils disent vos guides? Alors, moi, sur le coup, la question m'a surpris. D'autant plus que quand on est en interaction avec les guides ne sont pas des bibliothécaires. Ils ont leur priorité, c'est de nous faire évoluer spirituellement. C'est pas de répondre à des questions d'ordre terrestre ou bassement matériel. Donc, je suis surpris et je me dis, je sais pas quoi répondre. Mais étonnamment, dans l'état de stupeur et de surprise dans lequel j'étais, j'ai reçu un message. Le message que j'ai reçu de la part des guides était le suivant. Ils m'ont dit, dans l'univers, tout est magnifiquement orchestré. Tout a une raison d'être et d'exister. Rien n'arrive par hasard. Quand j'ai capté ce message, vu la colère de la dame qui appartenait au secrétariat, je me suis dit, je vais me faire décapiter parce que son message ne veut pas répondre à sa question. Et elle, je sentais bien qu'elle attendait une réponse de savoir comment faire. D'ailleurs, elle avait bien exposé avant dans sa colère. Elle avait dit, on va quand même pas mettre un vigile pour les surveiller, on va pas mettre des caméras, on va pas leur demander des chèques de caution, on va pas les fliquer quand même, on n'en est pas là, on n'est pas à l'école. Donc, elle attendait vraiment une réponse concrète. Et la réponse que j'avais des guides ne répondait absolument pas à sa question. Mais, je sais pas si c'est du courage, je dirais plutôt du dépit. J'avais rien d'autre à lui proposer et je lui ai dit, écoutez, j'ai une réponse, mais elle va pas vous plaire parce qu'elle répond pas à votre question. Et je lui donne la réponse des guides que je répète. Dans l'univers, tout est magnifiquement orchestré. Tout a une raison d'être et d'exister. Rien n'arrive par hasard. Je m'attends à ce que la dame me passe un savon en disant oui, c'est trop facile. Et en fait, à ce moment-là, Tatiana reprend la parole en disant Didier, ça tombe bien que tu dises ça. Et elle s'adresse aux membres du bureau en disant est-ce que vous vous rappelez de madame, alors j'ai plus le nom en tête, madame Intel, qui avait l'habitude de venir assister à nos conférences, etc. Bon, tout le monde au bureau s'en rappelait. Et comme ça faisait longtemps qu'elle ne venait plus et que c'était une dame qui était très âgée, il s'imaginait qu'en fait la dame naturellement était décédée de vieillesse. Et Tatiana, à ce moment-là, dit je l'ai croisée la semaine dernière. J'étais parti faire mes courses. Alors, je sais plus à quel supermarché. J'étais en train de faire la queue et derrière moi, il y avait cette dame et qui m'a passé le bonjour. J'étais ravi de la retrouver et comme elle adorait venir chaque mois voir les intervenants, les conférenciers, elle m'a naturellement demandé des nouvelles de l'association. Et j'en ai profité pour lui demander si elle avait un livre qui appartenait à la bibliothèque. Elle me dit que non, qu'elle les a bien tous rendus. Et elle me demande pourquoi. Et de là, Tatiana explique qu'elle lui a expliqué que, en fait, ils avaient 54 livres et que du coup, ils étaient retombés à 39 et que des gens avaient emprunté des livres sans les rendre. Voilà. Et la dame à ce moment-là dit oh vous savez Tatiana, moi si je viens plus, c'est parce que mon corps ne suit plus, je ne peux plus me déplacer comme je le souhaiterais, je me fatigue très très vite et en plus de ça, ma vue a fortement baissé et j'ai dans ma bibliothèque des tas de livres qui traitent sur le spirituel, sur le développement personnel, etc. Vous m'avez tellement réconforté chaque mois avec vos intervenants. Ça m'a fait tellement du bien d'entendre tout ce que j'ai pu écouter que j'aimerais vous faire don de ma bibliothèque. Et en fait, elle avait une cinquantaine de livres. Donc, ils sont passés de 39 livres à, le chiffre va être approximatif, mais à 89 livres. Tout ça pour dire que si des personnes n'étaient pas venues emprunter des livres et ne pas les ramener, Tatiana n'aurait jamais eu cette discussion avec cette dame. N'ayant jamais eu cette discussion avec cette dame,
elle n'aura pas pu faire don de ses livres. Donc en fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand je dis que dans le message qui m'a été adressé par les guides, lorsqu'ils disent dans l'univers tout est magnifiquement orchestré, ça veut dire que même les choses négatives qui nous arrivent ont un but. Le problème, c'est que quand ce sont des choses négatives, ça nous déplaît, ça ne nous convient pas. On a tendance à vouloir vivre sereinement, avec de la tranquillité, la paix d'esprit. On veut obtenir les choses simplement, efficacement, voire facilement. En toute honnêteté, moi le premier. J'aime bien quand les choses arrivent toutes seules. Quand on se donne de la peine et que on n'a pas le résultat escompté, on le vit toujours très très mal. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que rien n'arrive par hasard. Je ne vais pas dire que tout est écrit d'avance à la virgule près, mais de nombreuses choses sont déjà écrites, y compris lorsqu'on vit des choses désagréables. Il y a toujours un but à cela. Et le but, on ne va pas le comprendre au moment où on vit la situation désagréable. On va peut-être le comprendre des années plus tard. Voilà. Donc, je voulais commencer d'aborder ce sujet, ce thème-là, avec vraiment le tout premier message que j'ai reçu des guides. Et c'est pas moi qui leur ai demandé. Hein. Vous avez vu, c'est les guides s'adressent à moi à n'importe quel moment. Là, c'est quelqu'un qui m'a apostrophé, qui m'a posé cette question avec beaucoup de force et d'énergie. Je ne savais pas quoi répondre. Mes guides ont répondu à ma place. Voilà. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc j'aurais pu nommer cette conférence tout simplement le hasard. C'est pas par hasard si le titre de ma conférence c'est prendre conscience du hasard pour ne plus vivre sa vie par hasard. Pourquoi? Parce qu'en fait, je l'ai dit tout à l'heure, depuis qu'on est tout petit, on est formaté. On nous apprend à développer le mental, à faire preuve de logique, de raisonnement. Combien de fois on nous a dit et on nous a répété quand on était petit, mais réfléchis. Ou quand on pose une question, on nous répond, bah réfléchis. On ne veut pas nous répondre, on nous demande de réfléchir. Ou quand on fait quelque chose, on nous dit, bah fallait réfléchir avant. Constamment, on nous dit, il faut réfléchir, faut réfléchir, faut réfléchir. Du coup, bah, ça développe le mental. On finit par essayer de réfléchir. On est plus attentif à ce qui se passe à l'extérieur. Et on commence à réfléchir. Plus on réfléchit, plus on y arrive d'un point de vue matériel terrestre, mais plus on s'éloigne de notre intérieur, de nos perceptions, de ce que l'on ressent. Puisqu'on ne va pas dire ce que l'on ressent, on va dire ce que l'autre a envie d'entendre. Et on réfléchit à ce qu'il souhaite ou ce qu'il faut répondre par rapport à la question de l'autre. Petit aparté, quand j'étais à l'école, quand une maîtresse posait une question, immédiatement je levais le doigt. Quand la maîtresse m'interrogeait, qu'elle acceptait de me donner la parole, je donnais la réponse. Et quand elle me dit oui, c'est ça, très bien, bah, va au tableau et démontre-le. J'en étais incapable. Tout simplement parce que, en fait, je ne réfléchissais pas. La maîtresse posait la question, la réponse me venait. Donc, j'en étais persuadé. J'étais sûr que c'était la question. Vous savez, à l'école, à un moment donné, on apprend des formules avec des a plus b au carré est égal à je me rappelle plus la formule, mais bon, on apprend des formules. Et à un moment donné, bah, on apprend des équations avec une inconnue, du style x plus 45 est égal à 32 plus 7. Il faut trouver la valeur de x. Je n'avais pas le temps de réfléchir, je levais la main, je donnais la réponse. Et quand la maîtresse me disait d'aller au tableau pour démontrer la formule et l'écrire, j'en étais incapable. Et elle me disait, mais écris au tableau. Et moi, bêtement, j'écrivais x égale 4. J'écrivais la réponse que j'avais donnée. Elle me dit, non, mais il faut le démontrer. Et je n'étais pas capable. Du coup, elle m'invitait à aller me rasseoir et elle invitait un autre camarade à développer au tableau. Et moi, quand je voyais les lignes au tableau qui étaient développées, ma première réflexion, c'était de me dire, oh, lui, il a ressenti tout ça, il a capté tout ça, parce que pour moi, je ne réfléchissais pas, donc j'imaginais que les autres ne réfléchissaient pas. Et c'est la raison pour laquelle, pendant tout petit, enfin, toujours de tout petit, j'ai toujours pensé que j'étais un retardé mental. Parce que les autres étaient plus intelligents, ils captaient plus de choses, ils savaient plus de choses que moi. Et moi, peu. Voilà. Donc, je vais refaire ma petite parenthèse. Mais tout ça pour vous dire que on peut très bien savoir les choses sans avoir aucune connaissance. Je le fais tous les jours. Tous les jours, je peux répondre à des questions auxquelles je comprends même pas la réponse. Parce que les choses me viennent et je me risque à dire ce qui me vient. Voilà. J'ai pas peur de passer pour un idiot. Je m'autorise le droit à l'erreur. Autorisez-vous le droit de vous tromper. Bon,
Tout ça pour dire que depuis tout le temps, on a été conditionné à réfléchir. Et à force de réfléchir, vous essayez d'anticiper, de prévoir, de planifier. Donc, on essaie de s'organiser, on prévoit nos journées pour le lendemain, on prévoit son planning, etc. On essaie de tout régenter, de tout contrôler pour avoir le moins de mauvaises surprises possible. De ce fait, on est dans le contrôle. Sauf qu'on ne peut pas contrôler l'imprévu. On ne peut pas contrôler le hasard. Et à partir du moment où un imprévu arrive perturber notre organisation, qu'est-ce qui se passe? On est déstabilisé. Et on peut mal vivre la situation. Alors bien évidemment, je vous parle d'un imprévu négatif, perturbant. Si l'imprévu, c'est vous venez de gagner 300 000 euros au loto, ça va grandement perturber votre vie, mais je ne pense pas que vous en seriez tracassé. Quand il y a un imprévu qui vient vraiment déstabiliser ce que vous avez planifié, ça vous agace, ça vous stresse, ça vient casser votre organisation, et le stress fait que vous rejetez l'imprévu. Au lieu de l'accepter, de l'intégrer, on le rejette. Donc on exprime une colère, une contrariété. En rejetant cet imprévu, vous rejetez le hasard. Et en rejetant le hasard, vous n'êtes pas à l'écoute du message qu'on tente de vous faire passer. On n'écoute plus. On n'écoute pas l'univers. On n'écoute pas les situations. On ne s'écoute pas soi. On est enfermé dans notre mental, dans notre ego, à vouloir tout planifier. Même quand on invite des gens, c'est pour passer une bonne soirée, et on essaie d'anticiper leur réaction. Et s'il y a un invité qui décline l'invitation, ça peut nous contrarier parce qu'on tenait absolument à ce que lui soit présent pour animer, donc on peut être contrarié. Il faut absolument lâcher prise. Alors, je dis pas qu'il faut plus rien prévoir, plus rien organiser, faites-le. Mais la bonne attitude serait que lorsque un imprévu intervient, simplement d'être à l'écoute. Pas de le rejeter, pas de se stresser, pas de se mettre en colère, simplement être à l'écoute. Je dis curieux, voilà, être dans un état de curiosité. Tiens, il y a ça qui arrive. Bon, ok. L'accepter, se dire ok, puis essayer de s'adapter au mieux. Le problème, c'est que dans la situation dans laquelle on vit, et je le vois depuis des années, j'avais déjà étudié à l'école avec la notion de productivité, donc j'ai fait des études de gestion comptabilité. La productivité, c'est être de plus en plus productif dans le même laps de temps. Et depuis des années en France, partout ailleurs dans le monde également, la productivité est mise en avant. C'est-à-dire qu'on licencie du monde, les équipes sont restreintes et on cherche à les rendre de plus en plus productifs pour minimiser les coûts. Le problème, c'est que ça augmente la charge de travail. En augmentant la charge du travail, on est de plus en plus saturé. La raison pour laquelle, aujourd'hui, quand vous faites des démarches, quand vous appelez un service et qu'on vous dit qu'on vous rappelle rapidement, avant, rapidement, c'était dans l'après-midi. Là, au bout d'une semaine, vous n'avez toujours pas été rappelé. Vous êtes obligé vous-même de rappeler, etc., de relancer. Et ça prend un temps interminable. On est de plus en plus sollicité. On est de plus en plus, on nous en demande de plus en plus avec de moins en moins d'effectifs, de moins en moins de moyens et de moins en moins de temps. Résultat, on arrive à saturation. Et dans cet état de saturation, on ne peut plus accepter l'imprévu. Il va falloir faire un travail pour l'accepter malgré tout. Cet imprévu, il n'est pas là pour vous déstabiliser, il est là pour vous faire prendre conscience de choses. Et tant qu'on le rejette, qu'on n'est pas à l'écoute, on n'écoute pas ce que le message du hasard. Et on passe à côté de sa vie. Voilà. D'où le titre, prendre conscience du hasard pour ne plus vivre sa vie par hasard. En voulant tout contrôler, en n'étant pas à l'écoute du hasard, votre vie, vous ne la contrôlerez pas parce que vous serez jamais à l'abri d'un imprévu et vous vivrez votre vie complètement par hasard parce que vous allez rejeter l'imprévu, vous allez être contrarié et vous allez vouloir appliquer votre plan à tout prix. Et c'est là où vous perdez le contrôle. Alors je pourrais me citer moi en exemple, en parlant de tout un tas d'anecdotes et de grands bouleversements dans ma vie. En 2006, par exemple, j'étais licencié, j'avais un poste de cadre informatique, et bien que mes guides s'étaient adressés à moi en m'expliquant un mois auparavant qu'ils allaient prendre les choses en main pour réaliser ce pourquoi je m'étais incarné, et que pour ce faire, ils allaient devoir détruire tout ce que j'avais construit. Bon, s'ils prennent en main,
moi, je me fais pas de soucis, il me protège, mais je m'attendais pas à un tel bouleversement. Donc, c'était assez catastrophique. Je l'ai très très mal vécu. J'en suis tombé en dépression parce que je n'ai pas supporté les fausses accusations. J'ai pas supporté l'injustice à laquelle j'étais confronté. Ça m'a fait tomber en dépression. Et puis, il y a eu, moi, j'ai eu le sentiment de vivre un acharnement. Euh, et ça s'est soldé par un licenciement. Je m'attendais à tout, mais pas à ça. Donc, je l'ai très très mal vécu. Pourtant, mes guides m'avaient prévenu. Euh, du coup, j'avais plus rien à perdre après. Donc, j'ai lancé mon site, je l'ai ouvert et les miracles se sont produits. Quand je dis les miracles se sont produits, c'est-à-dire que donc je me suis lancé, j'ai ouvert mon site en octobre 2006. En novembre 2006, un mois à peine après, je reçois un mail d'un site qui s'intitule le guide de la voyance.com et ils me font savoir qu'ils m'ont référencé dans leur annuaire de voyants et de médiums. Je ne connaissais pas ce site, je venais à peine de me lancer. Pour moi, j'étais pas connu, donc comment ils ont pu entendre parler de moi? Je comprenais pas. Bon, c'est leurs histoires. Je les ai simplement remerciés par mail et je leur ai simplement soumis l'idée que, avant de me référencer, il fallait peut-être qu'ils me testent. Pourquoi? Parce que même si depuis tout petit j'ai la capacité de percevoir, je ne peux pas prétendre mériter appartenir à un annuaire de médium, de voyants. Je ne sais pas encore ce que je vaux. Il faut déjà que je le fasse pour m'en rendre compte réellement. Donc, je les ai invités éventuellement à me tester. Ils m'ont simplement répondu qu'ils procéderaient à des tests discrets sans m'en dire davantage. Bon, après tout, c'est leurs histoires, c'est leur affaire. Je m'en préoccupe pas. Un mois après, donc en décembre 2006, je déménage et changeant d'adresse et de numéro de téléphone, comme j'étais référencé sur cet annuaire-là, il était tout à fait normal que je les en avertisse, chose que j'ai faite, et je suis quelques jours après à aller vérifier qu'ils aient bien changé mes coordonnées à la fois postales et téléphoniques. Chose qui est faite, mais étonnamment, il y avait un truc autre qui avait changé, c'est-à-dire que devant mon nom et derrière mon nom, enfin de chaque côté, j'avais des logos petits, enfin des petits cœurs qui clignotaient, qui n'étaient pas là un mois auparavant. Je me dis, mais c'est quoi ça? Et pour moi, je suis bête, hein, dans le sens où quand je vois des petits cœurs, pour moi, ça symbolise la Saint-Valentin, donc l'amour. Je me dis, mais c'est quoi, ils sont amoureux ou quoi? Je comprenais pas pourquoi moi j'avais ça. Et en fait, en cherchant un petit peu plus, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit encart sur le côté du site qui expliquait que le logo petit cœur était attribué aux médiums dont ils avaient personnellement testé. Et c'était un test invisible, c'est-à-dire que ils ont payé la consultation, ils sont venus avec une véritable problématique, poser une vraie question. Et moi, dans mes consultations, je me contente pas simplement de parler de l'avenir. Pour m'assurer que je suis dans le vrai et que ce que je capte est solide et concret, je vais parler de la personne, qui elle est, comment elle fonctionne, ce qu'elle a vécu, donc de son passé, de sa situation actuelle. Tout le monde se connaît, tout le monde connaît son passé et tout le monde connaît la situation qu'il est en train d'appréhender. À partir du moment où vous avez un médium qui vous parle de tout ça, vous pouvez immédiatement voir si c'est vrai ou faux. Si je dis, par exemple, alors ça m'est déjà arrivé, hein, un exemple contre-productif négatif. Un jour, quelqu'un arrive, j'ai une vision très très claire. Il est marié, 2 enfants, garçon, fille, garçon de 9 ans, fille de 12 ans. Il est commercial, il travaille dans un bureau derrière un ordinateur. Il passe ses journées au téléphone à appeler des clients. J'ai la vision, elle est très très claire. Donc du coup, il est à peine installé. Moi, je suis sûr de moi. Je lui dis, bon, bah alors ça commence hyper bien, ça démarre bien. Et je lui dis, vous êtes marié, vous avez 2 enfants, une fille de 12 ans, un garçon de 9 ans, et vous travaillez en tant que commercial, vous avez un travail de bureau et vous passez vos journées à appeler vos clients. Et de là, il me dit, écoutez, ce que vous me dites, c'est incroyable, je suis pas marié, j'ai pas d'enfant et je travaille sur un chantier. Bon, je lui dis, bon, on arrête là. La personne était surprise. Comment ça, on arrête? Je dis, bah oui, moi, ce que je capte, c'est faux. Donc, ça sert à rien. Là, moi, j'étais sûr de moi et ça correspond absolument pas. Donc, je suis pas branché sur vos énergies. Je sais pas où je suis branché, mais ça vous concernera pas et je pourrai pas vous dévoiler votre avenir. La personne est très déçue. Elle me dit, mince, pourtant, ce sont des amis qui m'ont dit grand bien de vous. Vous les avez beaucoup aidés et je venais avec la même attente. Oui, mais là, j'ai pas été capable. Voilà. Donc, je fonctionne de cette manière-là.
Et de ce fait, compte tenu du site, ils n'ont pas attendu que mes prédictions se réalisent pour m'attribuer ce logo petit cœur. Ils ont pu immédiatement voir que tout ce que je disais les concernant était vrai. Autant dans le passé que dans la situation actuelle de comment ils fonctionnaient, qui ils étaient, pourquoi ils étaient comme ça, etc. Voilà. Donc, ils ont pu y attester immédiatement. Ils m'ont attribué ce logo petit cœur. Donc, je récapitule. Octobre, j'ouvre mon site. Novembre, je suis référencé. Et puis décembre, je suis accrédité, on va dire. Fin d'année, donc on remonte sur Paris pour les fêtes de Noël. Et là, je reçois un texto d'une amie, médium également, qui me félicite pour le guide de la voyance. Moi, je lui réponds par texto, le logo petit cœur avec un point d'interrogation pour m'assurer qu'elle parle bien de ça. Et elle me répond non sélection. Alors là, je comprends pas. Non sélection, de quoi elle me parle? Il y avait que 2 mots. Non sélection. Je me dis bon, son message est incomplet. Elle va se rendre compte de sa bêtise. Elle va compléter dans pas longtemps. Et puis un quart d'heure se passe et puis j'ai toujours pas la suite. Je finis par l'appeler. Elle est très contente de m'avoir. Elle me félicite. Je lui dis mais oui, ok, d'accord, mais j'ai pas compris ton texto. Il y avait que 2 mots. Elle fait bah oui. Je dis bah je comprends pas. Elle fait bah pour la sélection. Je dis mais sélection de quoi? Elle dit bah je te félicite d'avoir été sélectionné. Je dis d'accord. Ok, j'ai été sélectionné et il faut que je fasse quoi? Elle me dit mais comment ça? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? T'as rien à faire. T'es sélectionné, c'est bon. Je dis bah si je suis sélectionné, je dois être sélectionné pour quelque chose. Elle fait bah oui. Je dis bah donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est quoi l'étape suivante? Elle me dit bah t'as rien à faire. T'es sélectionné, c'est bon. Bon, ça a fini par m'agacer. Et elle me dit mais t'as pas vu? Je dis bah non, je sais pas de quoi tu parles. Et puis je suis en vacances, j'ai pas d'ordinateur. Et là elle m'explique que en fait le guide de la voyance, le site, teste dans l'année certains médiums, astrologues, numérologues, cartomanciens, tarologues, etc. Enfin, et que à la fin de l'année, ils prennent les 10 meilleurs, ils en font la sélection pour l'année suivante. Un petit peu comme élu le produit de l'année. Bon, l'après-midi, je vais voir ma mère, j'emprunte l'ordinateur de mon frère, je vais sur le site et effectivement, il y avait un grand encart sélection 2007 du guide de la voyance. Je clique dessus, effectivement, il y avait 10 médiums mis en avant avec 10 commentaires et j'étais parmi les 10. Non seulement j'étais parmi les 10, mais j'étais le premier. Rendez-vous compte, l'année 2006 a été l'année la plus catastrophique de ma vie. J'ai été licencié injustement sur de fausses accusations. Pour moi, j'étais harcelé. Ça m'a fait tomber en dépression. J'ai perdu mon emploi. La même année, pour moi, c'était une espèce de mort. La même année, j'ouvre mon site et tout va très très vite. Un mois à peine après, je suis référencé dans un annuaire. Encore un mois après, je suis accrédité. Et encore un mois après, je suis dans la sélection 2007 du guide de la voyance et sur le podium. Le top 1 parmi les top 10. Tout ça pour vous dire que les choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas, elles ne sont pas là pour jouer en votre défaveur. Sur l'instant, au moment présent, oui, on le vit mal. On n'était pas préparé, on ne s'attendait pas à ça. Mais si vous observez votre vie, si vous regardez en arrière, dans un moment où vous êtes heureux dans votre vie, faites l'historique. Au début, vous allez dire, heureusement que j'ai pris tel choix, telle décision, je suis content du résultat, c'est conforme à ce que j'attendais, voire au-delà de ce que j'espérais. Et vous allez être heureux en vous disant, j'ai bien fait de prendre le risque, j'ai bien fait de miser sur cette situation-là, de prendre les devants, de persévérer quand c'était difficile, etc. Vous serez heureux, vous serez content de vous. Mais si vous remontez encore un petit peu avant, vous vous rendrez compte que cette proposition, ce pari de la vie qui vous a été offert, bah, c'est pas vous qui l'avez sélectionné. En fait, il vous a été offert parce qu'à un moment de votre vie, bah, vous saviez plus quoi faire. Vous étiez dans une espèce d'impasse, de voie sans issue, et on n'arrivait pas à progresser. Et après, ça peut être une situation qui est bloquante, ça peut être de la faute de quelqu'un, et c'est une période qu'on a mal vécue. Voire même où on a été une situation d'échec. Moi, c'était mon cas, j'étais licencié, je l'ai très très mal vécu, mais si j'avais pas été licencié, je travaillerais peut-être toujours en tant que cadre informatique, peut-être dans une société différente, mais
Ce que j'ai vécu, ça m'a tellement mis à terre, une dépression, je le souhaite à personne, que j'ai perdu complètement confiance dans le monde du travail, dans le monde de l'informatique et dans mes capacités à répondre, à travailler. Je pouvais plus. C'était impossible. Donc, j'avais trop peur d'avoir un chef au-dessus de moi qui allait me harceler, mentir à mon sujet, me discriminer. J'étais pas prêt à ça. Et la seule solution, c'était d'être mon propre patron. Mais grâce à ça, bah aujourd'hui, j'ai une notoriété, j'ai une réputation, j'aide énormément de gens, et grâce à ça, je suis épanoui aujourd'hui, grâce à cet événement négatif. Je vous invite à remonter dans le temps, et vous verrez que globalement, des choses négatives dans votre vie ont donné naissance à des choses positives. Rien n'arrive par hasard. Rien. J'ai pas un exemple que je pourrais donner. Prenez l'exemple, ça a été le cas d'une cliente. Elle avait un entretien d'embauche hyper important. C'était le poste de sa vie. Ça lui permettait de passer l'échelon au-dessus. Elle avait les compétences du poste, elle avait les maîtrises, elle avait l'expérience, les diplômes, la connaissance par ses années d'expérience, etc. Donc, elle maîtrisait parfaitement le sujet, le poste. Elle décroche un entretien. Le jour de l'entretien, sa voiture ne démarre pas. Elle n'a pas pu se rendre au rendez-vous. Elle a appelé, donc elle a paniqué, elle a appelé un dépanneur qui est venu dépanner la voiture, elle a pu récupérer sa voiture dans la journée, mais ce jour-là, impossible pour elle de sortir de chez elle. Puis elle habitait un endroit en dehors de la ville, donc pas de bus, pas de transport en commun, pas tellement loin de la ville, à 30 minutes en voiture quand ça roule bien. Ça veut dire 3/4 d'heure, 1 heure en horaire de pointe. Mais bon, elle avait pris sa matinée pour passer cet entretien. Bon, bah, elle n'a pas pu passer l'entretien dans la matinée. Et puis l'après-midi, bon, bah, le temps que sa voiture soit dépannée, elle n'a pas pu aller travailler non plus. Résultat, le poste lui est passé sous le nez. Ils ont pris quelqu'un d'autre. Voilà. Ils avaient planifié, eux, leur journée de recrutement pour la journée entière. Tous les entretiens étaient pour la journée et ils ont fait leur choix par rapport aux candidats qui se sont présentés dans la journée. Elle n'a pas eu le poste. Donc, elle a très, très mal vécu. Parce qu'elle a vraiment eu le sentiment de passer à côté d'une super belle opportunité. Le temps passe. 6 mois après, elle retombe exactement sur la même annonce, mise en place par exactement la même société. Elle appelle, elle décroche un entretien, elle tient l'entretien, elle va à l'entretien. Mais là, du coup, elle a quand même été surprise. Elle s'est dit, bon, bah, la personne qu'ils ont recrutée, finalement, n'a pas fait l'affaire. Et elle pose quand même la question lors de l'entretien. Elle dit, bah, j'avais déjà réussi à avoir un entretien il y a 6 mois auparavant, mais bah, j'ai eu une panne de voiture et j'ai été dans l'incapacité de pouvoir me déplacer. Donc, elle pose la question, comment se fait-il que 6 mois après, la personne lui avoue qu'en fait, dans la société, le chef qui dirige ce service est quelqu'un avec une personnalité très forte et très très difficile, et que beaucoup de personnes craquent, et que la personne qui venait à peine de commencer a donné sa démission parce que en 6 mois de temps, elle a craqué. En fait, donc cette dame-là, si elle n'était pas tombée en panne de voiture, n'aurait pas eu accès à cette information-là, et c'est peut-être elle qui aurait craqué au bout de 6 mois. Elle aurait donné sa démission à un poste où ça allait bien, simplement pour une évolution, et finalement ça aurait pu être catastrophique pour elle, parce que elle aurait pu craquer, ne pas supporter la pression du travail, du personnage avec lequel elle allait travailler, etc. Et elle aurait perdu ce poste et mis fin à une situation dans laquelle elle était bien auparavant. De ce fait, elle a effectivement ils ont effectivement voulu travailler avec elle, et elle m'a consulté, et lors de l'entretien, on s'est rendu compte que si jamais elle acceptait, ça lui serait préjudiciable. Donc, elle a décliné. Et la personne qui a été recrutée après elle, je crois qu'elle a tenu 1 an, et au bout d'1 an, pareil, elle a craqué, elle est partie. Voilà. Donc, en fait, quand il nous arrive la panne de voiture, c'est l'univers qui vous envoie un signe, un signal. Ça peut être vos guides, votre âme qui se manifeste, pour faire prendre conscience que
vous êtes en train de faire quelque chose qui va vous être préjudiciable. Rendez-vous bien compte. Dans la vie, quand on veut quelque chose, on a toujours tendance à faire une projection positive. On va toujours avoir on va élaborer un avenir hypothétique, mais édulcoré avec ça va être bien, ça va me permettre de ceci, je vais pouvoir faire ça, etc. On va voir que le côté positif. On idéalise, mais on n'est absolument pas réaliste. À l'inverse, quand on vous propose quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, on va y projeter tout un tas de choses négatives. Là, on ne va pas idéaliser, on va plutôt diaboliser la situation, ce qu'on nous propose et qu'on n'a pas envie. On va avoir un regard pessimiste, qui n'est absolument pas réaliste là non plus. J'ai envie de quelque chose, j'idéalise, j'ai pas envie, je le diabolise. En faisant ça, on n'est pas réaliste. C'est pas conforme à ce qu'on peut, à ce qu'on va réellement vivre. Quand il nous arrive des imprévus dans notre vie, dans ce qu'on a planifié, dans notre organisation, j'ai dit tout à l'heure, ça peut nous contrarier. Là, j'ai donné 2 exemples, le mien et celui d'une cliente extrême, pour montrer que ça peut être au-delà de la contrariété, ça peut être dramatique. C'est pas pour votre mal. C'est pas pour notre mal. C'est pour nous rendre service. Mais si on rejette cet imprévu, on peut pas se savoir, on peut pas se rendre compte. Donc, prendre conscience du hasard, c'est, au lieu de rejeter l'imprévu, c'est de l'accepter, de l'intégrer, et puis d'essayer de s'adapter. Alors, on y arrive très très bien quand il s'agit de petits imprévus insignifiants, du style, j'avais un coup de téléphone à passer à un client aujourd'hui qui était important, on avait rendez-vous à 11 heures, bon, finalement, sa fille est malade, il sera au bureau que dans l'après-midi, parce qu'il a dû prendre sa matinée pour la faire garder, etc. Bon, c'est un petit imprévu, ok, on va l'appeler dans l'après-midi, c'est pas trop grave. Bon, on est capable de s'adapter pour des petites choses comme ça. Mais quand il s'agit de choses importantes et qui nous tiennent à cœur, ou quand, je l'ai dit tout à l'heure, productivité oblige, on a de moins en moins de moyens de travailler, on a de moins en moins de temps, on nous charge de plus en plus. On est déjà stressé. Donc, on a un planning, encore une fois, terme que j'ai appris de mes études, on va parler de flux tendu. C'est tellement tendu que le moins de petit imprévu, on peut pas. Donc, l'exemple du client que je devais appeler dans la matinée à 11 heures, s'il me propose un rendez-vous que à 15h30 l'après-midi et que j'étais surchargé de travail l'après-midi, forcément, ça va me stresser. Il va falloir que je décale, que je m'arrange, que on va être stressé. Prenez conscience de ce qui se passe et simplement relativisez et acceptez-le. Voilà. Il faut se dire, ok, c'est comme ça. Je vais voir ce qui se présente à moi à partir de maintenant. Tout simplement. À partir du moment où vous cherchez à être dans le contrôle, vous êtes dans l'ego et le mental. On veut contrôler, on veut que les choses soient conformes à ce que l'on veut. Si la situation vous échappe, stress, on va mal le supporter. Et du coup, on va avoir une mauvaise attitude, on va être excédé, on peut être désagréable avec les personnes qui nous entourent. Le problème, c'est qu'en étant désagréable avec les personnes qui nous entourent, c'est comme si il y avait une espèce de décharge énergétique négative. Alors, ça va se manifester dans notre manière de communiquer aux autres, dans notre attitude, notre comportement. Et la personne, elle, je sais pas moi, qui vient vous poser une question au moment où vous arrivez à saturation et vous apprenez la mauvaise nouvelle, vous allez vous dire non Sandra, c'est pas le moment, je suis occupé, on verra plus tard. La pauvre Sandra, elle a rien fait, et automatiquement, votre comportement, votre attitude l'aura blessée, elle-même, ça va la stresser, et elle va pas forcément supporter. Résultat, ça peut avoir des répercussions sur vos rapports avec vos collègues, avec votre famille, avec vos amis, et ça peut avoir des conséquences par la suite négatives. Ça peut faire un effet boule de neige, un effet domino. Avoir des conséquences qu'on ne souhaitait pas et qu'on ne maîtrise plus. Voilà. Le hasard, il y a une définition que j'ai vue sur Internet qui disait le hasard, c'est le nom que prend Dieu lorsqu'il veut passer incognito. Alors le hasard ne se maîtrise pas. On dit le hasard fait bien les choses. Voilà, il y a tout en fait, moi j'ai compris une chose, c'est le hasard. On va utiliser ce mot,
lorsqu'il n'y a aucune logique, aucun lien entre ce que l'on vit et le résultat. On dit, tiens, drôle de hasard. C'est parce qu'on ne comprend pas. On met ça sur le dos du hasard. Rappelez-vous la définition que m'ont donnée mes guides. Dans l'univers, tout est magnifiquement orchestré. Tout a une raison d'être. Rien n'arrive par hasard. Tout est magnifiquement orchestré. Tout est lié. Tout est lié. Un jour, j'ai vécu une expérience spirituelle très importante. Je pourrais appeler ça une espèce de transcendance. J'étais donc situation un petit peu compliquée. J'ai médité pour essayer de trouver une solution, être en contact avec les guides pour aider quelqu'un. Donc je me suis mis dans un état de méditation, etc. Et je savais pas à qui m'adresser. Parce qu'il y a une hiérarchie de l'autre côté, il y a les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, enfin il y a tout un tas de trucs. Et moi j'ai pas de connaissances là-dessus, ça m'intéresse pas. J'ai beau être quelqu'un de spirituel, je laisse venir ce qui vient à moi, mais je suis pas forcément en recherche. Et là donc j'ai demandé à mes guides de me servir d'ambassadeur. Eux, ils appartiennent à cet autre plan, ils savent comment ça fonctionne. Je leur ai demandé un renfort. Et dans mon état de méditation, c'était c'est la seule fois que ça m'est arrivé. La première et la seule fois. J'ai eu le sentiment d'être un petit peu comme un espace de chewing-gum. C'est-à-dire que j'étais assis et j'avais le sentiment que ma conscience s'élevait, mais comme si vous prenez un chewing-gum et vous l'étirez, vous l'étirez, vous l'étirez, vous l'étirez. Donc j'étais à la fois dans mon corps ici et en même temps ailleurs. Voilà, comme si je m'étais étiré. J'ai fait ma demande. Et dans la demande que j'ai faite, donc c'était pour une personne qui était mourante, je voulais qu'on la sauve. Et la réponse qui m'a été donnée a été non, cela ne se peut. Bon. Ok. J'ai pas insisté. J'ai pas été dans la colère. Je l'ai pas vécu comme une injustice. J'ai fait ma demande. En toute mon âme et conscience, je demandais si c'était possible. Je n'étais pas dans l'ego avec l'exigence. Je ne voulais pas la sauver. J'ai fait la demande. Voilà. Il y a une grande différence entre je veux ça et est-ce qu'il est possible de ça. Voilà. J'étais dans une espèce de demande. Non, cela ne se peut. Ok. J'ai pas insisté. J'ai remercié. Je me suis montré très respectueux. J'ai remercié pour la réponse. Et parce que j'étais dans cet état de conscience, que j'étais pas dans l'ego, on m'a pas laissé repartir et on m'a montré pourquoi cela ne se pouvait pas. Et on m'a montré que cet homme-là avait lui-même choisi son plan d'incarnation avec le moment de sa naissance, le lieu de sa naissance, la famille dans laquelle il allait naître, la vie qu'il allait vivre, les amis qu'il allait se faire, la femme qu'il allait rencontrer, tout était écrit, c'est lui-même qui l'avait choisi, y compris l'heure de son décès. Et on a focalisé, c'est comme si on avait zoomé sur le moment de son décès, et on m'a montré qu'en fait, il avait décidé de décéder à ce moment précis, car il avait un rendez-vous très très important qui l'attendait sur l'autre plan. Il devait lui-même servir sur l'autre plan de guide spirituel pour son arrière-petit-fils à naître. Et on m'a montré la beauté du rôle qu'il attendait. C'est beaucoup plus beau, beaucoup plus merveilleux que d'être père ou mère. L'amour inconditionnel n'existe pas sur Terre. On peut s'en approcher. Et c'est l'amour que l'on peut ressentir pour ses enfants. C'est l'amour qu'un enfant peut ressentir pour son papa ou sa maman. On s'en approche. Mais ce n'est pas l'amour inconditionnel. Et on m'a vraiment fait vivre cet amour inconditionnel. J'en ai pleuré. Rendez-vous compte, quelqu'un est décédé, j'en pleurais de joie, j'en pleurais de béatitude. C'était tellement fort, mais j'étais tellement heureux de ce qu'il attendait. Un guide spirituel, c'est quelqu'un qui vous accompagne de la première seconde de votre vie jusqu'à la dernière et qui est dans l'amour inconditionnel. C'était magnifique ce qu'on m'a fait ressentir. Et on m'a montré que dans l'univers, c'était comme une espèce de toile d'araignée, mais multidimensionnelle, pas plat comme une toile d'araignée terrestre, mais une toile, tout était lié. Absolument tout. Vous cassez un événement, vous perturbez, ça a des répercussions sur la toile tout entière. Vous perturbez absolument tout. Alors, si par exemple, pendant que je vous parle, je me gratte l'œil, il n'était pas écrit dans mon livre de la destinée que j'allais me servir de cet exemple-là et qu'à ce moment précis, j'allais me gratter l'œil. On a quand même notre libre arbitre. Mais
par rapport au plan divin, tout est déjà écrit, absolument tout. Et notre incarnation, nous l'avons choisi. Nous avons choisi les personnes avec lesquelles on allait vivre, qu'on allait rencontrer, les interactions que l'on allait avoir avec les unes et avec les autres, y compris les déceptions et les trahisons. Prenez l'exemple suivant. Je crois en la réincarnation, puisque de toute façon, j'en ai eu des preuves, hein, même à des personnes à qui j'ai pu avoir accès à certains points de leur vie passée qui les bloquaient dans leur vie actuelle et qui expliquaient le pourquoi elles bloquaient maintenant par rapport à ce qu'elles avaient vécu dans les vies passées. Donc, je suis forcé d'y croire. De toute façon, naturellement, j'y ai toujours cru, je me suis jamais posé la question. Donc, en prenant en compte le principe de réincarnation, si dans une vie, je sais pas moi, vous étiez en bonne santé, vous étiez plein de vitalité et que vous supportiez pas les gens qui traînaient, les gens qui avaient une petite santé et qui ralentissaient le groupe et que au bout d'un moment, vous avez été agacé et vous les avez dévalorisés en leur criant dessus, en leur disant d'arrêter de faire leur chochotte, etc. Vous avez blessé une personne. Cette personne a pu se sentir blessée dans son âme. Quand on passe de l'autre côté, quand on a terminé notre incarnation terrestre et qu'on arrive de l'autre côté, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on revoit le déroulement de notre vie, mais surtout, on nous fait prendre conscience de l'interaction que l'on a eue avec les autres et de ce qu'on a provoqué chez les autres. La joie, la peine, le bonheur, la souffrance, l'aide qu'on leur a apporté, la gratitude que les gens ont ressentie à notre égard, mais également les fois où on a été trop dur avec eux et la souffrance et la peine qu'on a pu causer. Si jamais à un moment donné, j'ai causé une souffrance trop importante à une personne et que cette souffrance que je lui ai occasionnée est venue perturber son plan d'incarnation terrestre, je vais avoir tellement honte, je vais me sentir tellement coupable que pour pas que ça se reproduise, je vais faire le choix de me réincarner moi aussi avec des problèmes de santé dans ma prochaine vie. Pour vivre ce que la personne a vécu, pour ne plus jamais oublier. Tout est lié, tout est écrit, absolument tout. D'un point de vue plan d'incarnation terrestre. Moi, très souvent, j'ai entendu mon père dire, mais qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Il a choisi. Rien n'arrive par hasard. À partir du moment où vous êtes dans le contrôle et que vous souhaitez tout régenter, vous allez aller, dans les cas extrêmes, jusqu'à vouloir régenter l'attitude des autres. Et de ce fait, vous n'êtes plus libre ni de vous-même, ni de votre vie, et vous ne laissez plus les autres libres de leurs décisions ou de leurs réactions. C'est dangereux. C'est dangereux et c'est très très négatif. Ça vous fait rentrer dans une spirale qui va se retourner contre vous. Le but, c'est vraiment d'accepter les choses. Alors là, il y a en fait un petit aparté. Il faut bien comprendre que ce que je vous dis aujourd'hui, je suis comme vous, hein. C'est pas parce que faut pas s'imaginer que je suis un sage qui a dépassé tout ça et qui ne fait plus aucune erreur. Bien au contraire. Je suis un médium passage. Médium parce que j'ai la capacité de recevoir des enseignements de la part de mes guides, et j'en reçois plein. Il y a plein de choses et je me dis, waouh, mais c'est génial une fois qu'on a compris ça, mais c'est d'une aide, mais qui est phénoménale. Sauf que la première épreuve de ma vie, au lieu de mettre l'enseignement que je perçus en application, je réagis avec mon ego, Didier Giraud, dans ma vie de tous les jours. Donc je suis passage. Médium parce que je capte, mais passage parce que j'écoute pas les enseignements des guides et je suis le premier à me planter. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est un petit peu ce que me disait mon père à l'époque. Il me disait très souvent, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. J'ai encore énormément de travail à faire. J'ai accès aux informations, aux enseignements, je les comprends, mais dans ma vie de tous les jours, j'ai encore du mal à les mettre en application. Voilà. Je m'y efforce. J'ai beaucoup évolué quand même, mais je suis loin de la version finale de Didier Giraud qui a mis en application tous les enseignements. Voilà.
Donc, je suis pas exclu de vous, je m'inclus. Quand je dis vous devez ceci, dans le vous, il y a moi également. Je m'inclus également dedans. J'en ai conscience. Voilà. Et je peux être le premier à être frustré, contrarié quand j'arrive pas à faire ce que je m'étais promis de faire. Voilà, voilà. Si je pense que ça peut être le moment où on peut m'interrompre pour me poser des questions, si vous souhaitez. Je vais laisser un petit peu de temps. Non. Hop. Ok, pas d'interaction, pas de questions, rien du tout. Bon. Bon, en espérant que ça enregistre. Ah, pas de questions pour l'instant, d'accord. Merci Isabelle. C'est ce que j'attendais. Alors, bon, j'espère que ça a été clair pour tout le monde jusqu'à présent, les explications. Donc, en fait, c'est vraiment partez du principe que lorsqu'un imprévu vous arrive, il agit pas ni pour vous ni contre vous. Il est là simplement pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Et ça sera positif si vous en prenez conscience. Si vous êtes à l'écoute et que vous adaptez, les choses se dérouleront bien. Si vous le rejetez, que vous le vivez mal, forcément, ça va engendrer quelque chose de négatif. Voilà. La notion de bien et de mal, moi un jour, dans les messages que j'ai pu recevoir de mes guides, ils m'ont expliqué que pour sortir de l'illusion, il fallait cesser de se laisser, pour sortir de l'illusion, cesser de vous laisser influencer par le bien et le mal. Faites ce qui est juste. En fait, le bien et le mal, ça fait appel à une notion de moralité. C'est moral ou c'est immoral. C'est bien ou c'est mal. Le problème, c'est que depuis qu'on est tout petit, on est formaté. On nous dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais ce qui est bien, d'accord. Ce qui est bien pour vous, c'est pas forcément bien pour l'autre. Et quand et c'est vrai d'une société à une autre. Un exemple qui est très simple, par exemple, dans notre société, on est polygame. Et dans d'autres sociétés, dans notre société, on est monogame. On a une femme ou un homme. Et dans d'autres sociétés, ils sont polygames. Et très souvent, on va avoir tendance à juger et à critiquer ce qui est différent de nous. Cette notion de différence. Cette notion de différence, vous allez dire, ce qu'ils font, c'est pas bien. Et eux, ils vont dire, mais non, c'est vous qui n'avez pas le droit de nous imposer votre culture, votre manière de faire, etc. Ce que vous faites, c'est pas bien. On va se renvoyer la balle. Il faut sortir de cette notion de bien et de mal. Le bien et le mal est quelque chose de complètement illusoire. Il n'existe qu'une notion de ce qui est juste. Et ce qui est juste, ça parle à notre cœur, tout simplement. Alors, il y a des petites questions. Alors, la reproduction de schémas négatifs est-elle liée à ces choix faits dans la réincarnation? Question de John. Alors, bonjour John, merci pour votre intervention. Alors, la reproduction de schémas négatifs est-elle liée à ces choix faits dans la réincarnation? La reproduction, c'est-à-dire qu'il y a des schémas qui ont été mis en place et qui se reproduisent d'une réincarnation à une autre. C'est comme ça que je comprends la question et j'espère que je l'ai bien compris. Oui. Si j'ai bien compris la question, oui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien comprendre que la vie sur Terre, c'est un peu comme si on était à l'école. La vie sur Terre est une terre d'expérience. Je fais des expériences pour apprendre et comprendre. Et comme à l'école, si je n'ai pas compris, comme à l'école, je vais redoubler. Et donc, à la fin de mon cycle de réincarnation, quand je vais voir le déroulement de ma vie, le plan qui était prévu pour moi, c'est-à-dire la leçon, et qu'on va comparer la leçon, ce que j'aurais dû apprendre et intégrer, et ce que j'ai réellement fait, je vais avoir une espèce de note, mais c'est pas les autres qui vont me donner une note. Il n'y a pas un juge suprême de l'autre côté, il n'y a pas une cour de jury de l'autre côté qui va nous juger et qui va nous dire tu as bien fait, tu as mal fait. Non, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Et quand on va observer les choses, on va comprendre, on va comparer le résultat, ce que j'aurais dû faire, ce que j'ai réellement fait. Et de là, c'est nous qui allons nous dire
ok, c'est bon, ou alors, ben non, j'ai encore pas compris. Et de ce fait, on va se dire, eh ben, ma prochaine réincarnation, eh ben, je vais retravailler dessus. Donc oui, on peut parler de schéma répétitif. Alors, très souvent, je l'ai constaté, surtout sur un plan relationnel. Deux personnes euh, qui, d'incarnation en incarnation, n'arrivent pas à, à se pardonner quelque chose d'une toute première incarnation où elles se sont rencontrées. Et du coup, on n'arrive pas à faire la paix d'une incarnation à une autre. Résultat, eh ben, quand on était censé faire la paix et qu'on n'a pas réussi, c'est un échec. Et de nouveau, eh ben, on va se réincarner en même temps, vivre encore une fois la même problématique et le même conflit pour essayer de faire la paix. Voilà. Euh, donc, si j'ai bien compris la question, voici ma réponse. Si je l'ai mal comprise, il faut surtout pas hésiter à revenir et puis à préciser. Ensuite, une âme est-elle vraiment blessée? N'est-ce pas plutôt l'ego? Ah, c'est une excellente question, Charlotte. Merci, merci, merci. Alors, dans les conférences que je fais, j'ai dit tout à l'heure, il y a une conférence que j'anime qui s'intitule La philosophie du cœur. Et la différence entre l'ego et le cœur est généreux. Le cœur donne. Ça lui fait plaisir de faire plaisir. Et cette conférence, je commence toujours par dire qui a déjà aimé dans sa vie. Alors là, tout le monde lève la main, parce qu'on a tous déjà aimé. Et la deuxième question que je pose, c'est qui a déjà été blessé de cet amour? Et là, il y a plein de mains qui se lèvent également. Et en fait, ce sont des questions pièges. Et je dis à l'assistance, quand j'ai posé la première question que vous avez levé la main, vous avez prouvé que vous aviez un cœur, que vous étiez en capacité d'aimer. À la deuxième question, quand vous avez levé la main, vous avez prouvé que vous aviez un ego et que vous étiez capable d'être blessé. Parce que le cœur, lui, il n'est pas blessé. Le cœur, il accepte. Le cœur, c'est que de l'amour. On donne. C'est notre ego qui est blessé. Parce que pourquoi? L'ego, il attendait quelque chose qu'il n'a pas eu en retour. Et comme il n'a pas eu en retour, il est blessé. Il regrette d'avoir été généreux, il regrette d'avoir donné. Donc, merci Charlotte, c'est une excellente question. Je suis ravi que vous l'ayez posée. Une âme, est-ce qu'elle peut être blessée? Oui. Elle peut être blessée par empathie. En fait, ce qu'il faut savoir, alors oui, bien évidemment, sur le plan terrestre, c'est l'ego qui est blessé. Tout ce que vous vivez sur Terre, c'est l'ego qui est blessé. De l'autre côté, si vous êtes encore dans l'ego, c'est que vous êtes dans les couches du bas astral qui se rapprochent le plus de la Terre. En fait, plus vous êtes épuré de votre ego et plus vous êtes intégré dans votre âme. Et plus vous ne faites qu'un avec la source. Il y a plusieurs couches dans l'astral de l'autre côté. C'est comme à l'école. Il y a plusieurs classes. Il y a le CP, CE1, CE2, CM1, CM2, et ainsi de suite. Voilà. On est constamment en train d'évoluer. Et la vie sur Terre, j'ai dit, la Terre est une école, on est là pour apprendre, comprendre, et ça nous permet d'évoluer. Mais oui, l'âme peut être blessée par empathie. En fait, rendez-vous compte, de l'autre côté, on n'a pas de corps physique. Je n'ai pas de corps physique, donc je n'ai pas de corde vocale. Je n'ai pas de corde vocale, donc je ne peux pas communiquer par la parole. La communication de l'autre côté, elle est incroyable. Elle est à la fois télépathique et en même temps empathique. C'est-à-dire quand je dis quelque chose, j'ai une pensée, j'émets cette pensée. L'âme qui est en face de moi, elle va percevoir à la fois cette pensée, mais elle va percevoir également ce que vous ressentez et qui accompagne cette pensée. C'est la raison pour laquelle il est impossible de mentir de l'autre côté. De l'autre côté, si vous dites à quelqu'un, je suis content de te voir, alors qu'en fait, vous avez un sentiment de culpabilité parce que durant votre vie sur Terre, vous lui avez menti, ben la personne va percevoir, je suis content de te voir, votre pensée, elle va la capter, mais elle va percevoir votre sentiment de culpabilité qui n'est pas en adéquation. Et quand vous émettez quelque chose de faux, de disharmonieux, c'est pas cohérent, c'est pas harmonieux, c'est pas juste, c'est pas vrai, et ben en fait votre aura elle s'assombrit. Au lieu d'être pleine de couleurs, pleine de lumière, elle va s'assombrir. Ces couleurs, c'est comme imagine une lampe halogène avec un régulateur d'intensité. C'est comme ça on réduisait l'intensité de la lampe. Donc le mensonge de l'autre côté n'est pas possible. Les personnes qui sont dans leur ego, en fait c'est très simple, quand vous êtes dans votre ego, c'est jamais de votre faute, c'est toujours la faute de l'autre. La faute de la situation, la faute de l'autre, etc. Vous ne vous remettez pas en cause. L'âme de l'autre côté,
Par empathie, elle va percevoir la peine qu'elle a pu occasionner. Elle va avoir de la peine pour l'autre. Elle va ressentir sa peine. Donc oui, l'âme peut être blessée de l'autre côté. C'est possible. Mais si vous êtes blessé dans votre ego de l'autre côté, bah, c'est que vous êtes encore enfermé dans votre ego et que vous êtes dans les couches du bas astral. Il m'est déjà arrivé d'avoir contact, moi, avec des esprits défunts qui supportaient pas des choses qui s'étaient passées durant leur vie et qui en souffraient. Il faut se libérer de cette souffrance de l'ego, justement pour accéder après à la beauté de l'âme, tout simplement. Et là, on est vraiment dans la félicité, le bonheur. Ce qui appartient au plan terrestre, il faut le laisser au plan terrestre. Voilà. Mais après, bon, on parle déjà sur le plan terrestre de lâcher prise. Mais il y a une grande différence entre en parler et le mettre en application. Voilà. C'est en ce sens qu'on peut ne pas être sage. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Une question de François. Peux-tu rappeler la différence entre médiumnité et voyance? Alors, médiumnité, c'est tout simplement, ça vient d'intermédiaire entre le visible et l'invisible. Donc, on peut capter tout un tas de choses différentes. La voyance, c'est vraiment basé sur la notion d'événements à venir, passé, présent ou à venir. Voilà. Donc, on va faire parler que des événements, que décrire le déroulement des choses. Pour moi, médium, c'est quelque chose de beaucoup plus complet. Quand on est médium, on est connecté à l'univers. On est connecté à son âme. On est dans une plus grande conscience. Alors très souvent, il y a des personnes qui pensent que la médiumnité, en fait, c'est rentrer en contact avec les défunts. Non, ça c'est un créneau de la médiumnité. On appelle ça la médiumnité spirit, rentrer en contact avec les esprits. Voilà. Pour moi, la médiumnité, c'est un tout. C'est un tout. C'est comme si on me parlait. C'est comme si la médiumnité était la vie et qu'on la réduisait à une partie de vie, à savoir l'adolescence. Qu'est-ce que l'adolescence? L'adolescence, c'est une partie de la vie. Voilà, pour moi, la médiumnité, c'est un tout. Donc, on peut rentrer en contact avec des défunts, c'est la médiumnité spirit. On peut percevoir des sensations par rapport à une situation et voir comment elle a été incrémentée jusqu'à présent, ce qui se passe actuellement et comment elle va évoluer par la suite. Et là, ça rejoint la voyance. Voilà. Pour moi, la médiumnité, c'est simplement rentrer en contact. Dans la médiumnité, on peut rentrer en contact avec les guides spirituels. Nos guides à nous, il y a des médiums qui sont capables de rentrer en contact avec des anges, des archanges. Bon, ce qui n'est pas mon cas à moi. J'ai ou pas le rôle pour ça, ou pas l'évolution spirituelle pour avoir cette capacité-là, etc. Voilà, donc la médiumnité, c'est quelque chose de global, c'est un tout. Mais la grande différence entre médiumnité et voyance, c'est que la voyance, j'aurais tendance à dire qu'elle est réduite à décrire des situations passées, présentes et à venir. Voilà. C'est simplement une lecture d'un plan. Alors que la médiumnité, moi avec la médiumnité, je rentre en contact avec l'énergie des gens et je vais décrire leur état d'esprit. J'ai des clients qui me disent c'est incroyable, il a réagi exactement comme vous l'aviez dit en prononçant exactement les mêmes mots que vous aviez prononcés lors de la consultation. Voilà. Alors est-ce que c'est de la voyance, est-ce que c'est de la médiumnité? Bon, après, est-ce qu'il faut réellement trouver une définition pour l'un et pour l'autre? Ça, c'est très terrestre de vouloir tout définir, de vouloir créer des règles et mettre tout dans des petites cases. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il faut vivre les choses sans chercher forcément à les réduire à une définition. Voilà. Donc, j'ai pas trop à part la définition que j'ai donnée, j'ai pas d'autres choses à pouvoir ajouter dessus. Ensuite, Valentin, je suis hors norme, j'ai un problème hormonal, j'ai 25 ans et pas de puberté, j'ai du mal à entrer dans la vie active, à être adulte. Comment sortir de cette difficulté et de cet isolement? Alors, je comprends ce que vous pouvez vivre, Valentin, à partir du moment où je l'ai vécu moi-même. À 6 ans, mes parents ont divorcé et je l'ai mal vécu à l'époque. C'était un petit peu une honte d'avoir des parents qui divorcent. J'étais quelqu'un de complètement atypique, spécial, parce que je percevais des choses que les autres ne percevaient pas. Et quand j'osais en parler, quand j'osais dire « mais non, mais il faut pas faire ça, il va se passer ça », on me regardait, on me disait « non, mais n'importe quoi ». Et puis quand ça arrivait et que je disais « ben voilà, je l'avais dit », et ben on me regardait. Et comme il n'y avait aucun lien logique entre l'événement initial et ce qui s'est passé dans l'issue finale, il n'y avait aucune logique. Moi, je me rappelle des camarades qui me regardaient bizarrement en disant « mais il est bizarre ce mec,
Euh, et là, ce mot bizarre, mais c'était comme si on m'avait giflé, comme si, et je me sentais exclu. Et le résultat, en fait, pendant très longtemps, j'ai cherché à être comme tout le monde. C'est-à-dire qu'en cherchant à être comme tout le monde, je parlais plus de mes ressentis. Quand j'avais des intuitions, j'en parlais pas, je les gardais pour moi. Et puis quand on me posait une question, j'essayais de réfléchir à donner la réponse qu'ils attendaient et pas celle que j'avais captée moi. Voilà. Donc en fait, j'ai essayé de m'intégrer, mais en m'intégrant pour être comme les autres, je me suis exclu et j'étais plus comme moi-même. Donc en fait, on en revient à la notion de différence. Alors, je ne connais absolument pas votre problème. J'ai un problème hormonal et pas de puberté. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Là, vous m'apprenez quelque chose. Je ne savais pas que ça existait. Donc, je n'ai pas la solution à vous donner par rapport à votre problème de puberté. Par contre, il va falloir que vous acceptiez. Euh, c'est vous qui vous mettez en retrait par rapport aux autres. Il y a la peur du regard de l'autre, la peur d'être jugé, la peur d'être exclu de l'autre. Vous êtes quelqu'un de différent, Valentin. Il faut d'abord que vous acceptiez cette différence. À partir du moment où vous l'accepterez, il y aura un point en moins. Il ne faut pas le vivre comme quelque chose de négatif. Il faut le vivre comme quelque chose. C'est une donnée qui existe. Voilà. C'est comme il y a des personnes qui naissent aveugles, d'autres qui le deviennent en cours de vie. Il y en a qui sont muettes, d'autres qui sont sourds. Il y a des tas de handicaps. On est tous différents les uns des autres. Tous, sans exception. Il n'y a pas deux êtres identiques sur Terre. Même quand vous avez le sentiment d'avoir rencontré votre âme sœur, vous vous dites elle est complètement identique à moi, non, elle n'est pas identique. Elle n'est pas identique. Le 100% identique n'existe pas. C'est comme votre ADN, il n'y a pas deux ADN identiques. C'est comme les empreintes digitales, il n'y a pas deux empreintes digitales identiques. Après, on peut dire il y a une espèce de norme, on est plus ou moins pareil dans la norme. Et puis il y a des gens qui sont hors norme. Alors moi, c'était le cas avec la médiumnité. Un autre complexe que j'avais quand j'étais petit, un cheveu sur la langue, donc ça me complexait, je n'osais pas trop parler à cause de ça parce que les camarades se moquaient. Tout en revient à cette notion de différence et de jugement. Quand vous êtes dans votre ego, on juge, on critique, on condamne. Et c'est là où ça peut faire du mal à la personne qui a été jugée, condamnée, et de ce fait, par la suite, elle va s'exclure elle-même, si elle n'a pas déjà été exclue par les autres. On en revient à la souffrance de l'âme. Quand on repart de l'autre côté et qu'on voit la souffrance qu'on a occasionnée, on se dit mince, c'est injuste. Alors, dans le prochain cycle d'incarnation, la personne, elle va peut-être se réincarner. Et si elle n'a pas le problème elle-même, elle aura peut-être l'un de ses enfants qui aura ce problème-là. Et quand ça touche vos enfants, ça touche la corde sensible, ça fait mal. Voilà. Et donc, on va aider notre enfant à dépasser ses souffrances, ses sentiments de différence, etc. Et on aura appris, on aura progressé, etc. Dans votre cas, Valentin, comment sortir de cette difficulté et de l'isolement? Il faut l'accepter. L'accepter, mais l'intégrer complètement. Ne plus se sentir coupable, ne pas avoir honte, attendez. Faudra me le préciser, mais est-ce que quand vous dites pas de puberté, est-ce que ça veut dire, par exemple, que votre voix, vous n'avez pas muet? Parce que si effectivement c'est le cas, je comprends qu'il peut y avoir une difficulté à prendre la parole. Mais si vous ne l'acceptez pas et que ça génère en vous une honte et que vous avez peur du regard de l'autre, il y aura toujours cet isolement et cette culpabilité. Il faut faire de cette différence une force. Vous avez un handicap. À partir du moment où vous avez un handicap, vivez votre vie pleinement. Si vous réussissez, vous aurez au moins la fierté de vous dire que je suis parti dans la vie avec un handicap de départ, mais j'ai réussi malgré tout à vivre ma vie malgré cet handicap. Ça veut dire que vous partez avec une difficulté en plus et vous arrivez au minimum au même résultat que les autres. Voire même, vous les supplantez. Et là, vous aurez toute raison d'être fier de vous. La fierté, c'est pas quelque chose de négatif. On n'est pas enfermé dans son ego. L'ego, on a tendance à vouloir écraser les autres. Être fier de soi, c'est pas négatif, ça nourrit pas l'ego. À condition que on ne s'en vante pas. Voilà. Si vous vous vantez de ce que vous avez fait pour montrer que vous êtes le meilleur, le plus fort, etc., là, vous êtes dans l'ego. Mais être fier de soi, être fier d'avoir dépassé ses propres limites, d'avoir fait quelque chose qu'on croyait impossible, la fierté, elle est tout à fait légitime, je dirais.
Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, Valentin, mais vraiment, pour sortir de ça, c'est vous qui détenez la réponse, la solution. Il faut l'accepter, il faut l'intégrer, il ne faut pas le vivre comme un handicap. Voilà. Alors, c'est très compliqué, très difficile à faire et à mettre en application. Nadine, pour faire taire son mental ou son ego, il faut écouter son cœur, c'est-à-dire être connecté à sa part divine constamment, et ce n'est pas si simple. Pourquoi et comment savoir si on l'est? Vous avez complètement raison, Nadine. On est ou dans l'un ou dans l'autre. On ne peut pas à la fois être dans le cœur et dans l'ego, ou dans le cœur et dans le mental. En fait, lorsque je fais ma conférence sur la philosophie du cœur, j'explique le mode de fonctionnement du cœur. Pour savoir quand est-ce qu'on est dans le cœur, c'est très simple. Quand vous êtes dans le cœur, vous avez des élans de bonté, des élans de charité, des élans de bonheur. C'est comme quand on est enfant. Un enfant, il est dans l'élan du cœur. Un enfant, il veut faire plaisir, il réfléchit pas. Il est spontané. On parle vraiment de la spontanéité du cœur. Rappelez-vous, on va vous rabâcher tout au long de votre enfance, mais réfléchis. Vous voulez faire quelque chose, et puis on vous arrête, et non, mais réfléchis d'abord, t'as pas pensé aux conséquences, je sais pas, moi, du style, vous voyez un camarade de l'autre côté, vous avez envie d'aller le voir, et vous traversez la route. Et vous avez regardé ni à droite, ni à gauche. Votre mère va vous rattraper par le col. Oh non, non, mais ça va pas, tu traverses pas la route comme ça, tu te rends pas compte, la circulation, mais tu peux pas réfléchir avant. Et on vous dit, il faut réfléchir avant. Sous-entendu, dans votre inconscient, ce qui va être marquant dans votre inconscient, il faut réfléchir avant d'écouter son cœur. Parce que l'élan du cœur, je voulais aller voir mon camarade de classe. Il faut réfléchir avant. Eh ben, vous en amenez à réfléchir avant d'écouter votre cœur. Voilà comment on s'enferme dans le mental. À toujours réfléchir, à toujours essayer de penser aux conséquences, aux implications, à vouloir tout maîtriser pour que les choses se déroulent le mieux possible. Et pendant que vous faites ça, vous n'êtes pas en train de vivre la chose. Quand vous êtes dans le cœur, c'est le moment présent. Vous ressentez la chose. Et on parle de spontanéité parce que quand on veut faire plaisir, on veut faire plaisir immédiatement. On n'est pas en train de réfléchir. On se dit, tiens, je vais faire ça, ça veut faire plaisir. Et on a envie de le faire là tout de suite, de le manifester maintenant, dans l'instant présent. Si vous êtes dans le cœur, on va parler de spontanéité du cœur. Et vous êtes dans la joie, dans la félicité. On est dans le bonheur. On est bien. C'est comme si notre bonheur était total et qu'il y avait besoin de rien d'autre à ajouter à notre bonheur actuel. L'ego, c'est quand vous êtes blessé, quand vous êtes dans le jugement. Quand, par exemple, vous vous êtes donné de la peine pour obtenir quelque chose et que vous constatez que l'autre à côté de vous l'obtient sans s'être donné la peine. Il vous a fallu, je sais pas moi, 3 mois d'efforts de travail pour qu'on vous accorde de travailler sur un dossier, admettons. Vous avez dû faire vos preuves, etc. Et puis votre collègue qui n'a rien foutu, elle demande comme ça, et puis comme on vous l'a donné à vous, allez, on lui donne à elle aussi. Elle l'a pas mérité, elle. Eh ben, si vous êtes blessé et que vous êtes dans votre ego et que vous vivez mal, là, effectivement, vous n'êtes pas dans le cœur. Le cœur, au contraire, il se réjouit du bonheur qui arrive aux uns et aux autres. Quelqu'un qui serait dans son cœur se dirait « c'est génial parce que grâce au travail que j'ai fait, ma collègue, elle a aussi pu en profiter. » Le cœur est généreux. Voilà. Donc, comment faire la distinction entre l'un et l'autre? Dans le cœur, vous serez heureux et dans l'ego, vous serez dans la souffrance. En fait, c'est très simple. Ce qui s'oppose au cœur, je le dis dans ma conférence sur la philosophie du cœur, vous avez le cœur d'un côté et à côté, contre le cœur, vous avez l'ego, le mental, la peur. Ce sont les trois. La peur, quand vous êtes dans la peur, on est bloqué, on angoisse et on projette mentalement des choses négatives. Et du coup, comme on veut pas vivre le négatif, l'ego se renforce en disant non, mais c'est pas question. Moi, je veux pas vivre ça de cette manière-là. Je vais imposer ça. Je veux dire les choses comme ça, que ce soit clair pour tout le monde. Alors que les autres, on sait même pas s'ils sont d'accord ou pas d'accord. Simplement, on s'est imaginé que, à cause de notre peur qui a nourri notre mental et qui fait qu'on a trop réfléchi, on a trop raisonné. Et on essaie d'anticiper sur des choses négatives, mais qui n'existent pas. Alors que le cœur, lui, il vit l'instant présent, il se pose pas de questions. Voilà. C'est ce que je fais quand je suis en consultation. Je ne réfléchis pas. On me dit des choses, je le répète bêtement. Et je dis vraiment bêtement parce qu'il y a des fois, je me sens très très bête de dire quelque chose et de pas le comprendre. Parce que c'est pas ma vie, parce que la situation, je l'ai jamais vécue, je la comprends pas. Donc, il m'arrive déjà parfois de me dire, mais pourquoi j'ai dit ça alors que normalement, en toute logique, il aurait fallu faire comme ça. Bon, je me sens bête.
Mais au moins, pendant le temps de la consultation, j'ai vraiment été dans le cœur, en état de médiumnité. Pour moi, pour être médium, il faut être dans le cœur. Si on n'est pas dans le cœur, on n'est pas complètement médium. Voilà. Alors, et comment savoir si on l'est? Pourquoi et comment savoir si on l'est? Voilà, je pense avoir répondu. Après, pourquoi on peut être dans le mental, dans l'ego? C'est humain. On a vécu des situations qu'on n'a pas compris, qui ont provoqué de la souffrance, qu'on ne veut pas revivre, et parce qu'on ne veut pas les revivre, on essaie de se protéger. Mais en se protégeant, on alimente le négatif. François, tout à l'heure, elle a bien exposé. C'est en ayant peur de quelque chose, on y met de l'énergie, on y met des pensées, et on renforce l'existence de cette chose négative. Non, il faut savoir. Alors, un enseignement que j'ai reçu des guides, pareil, qui est très très puissant, qui disait la chose suivante: lorsque tu es face à un ennemi, tu peux le combattre jusqu'à lui prouver que tu es plus fort que lui, ou bien tu peux pardonner et aimer et montrer que tu es meilleur que lui. Vous vous rendez compte? Vous êtes face à votre ennemi, et alors attention, on ne vous dit pas tu peux lui pardonner, tu peux l'aimer, tu peux pardonner, aimer. Ça veut dire que ça ne concerne pas votre ennemi forcément. Ça peut être relatif à vous-même. Vous pardonnez de ne pas avoir su vous protéger de cet ennemi. Vous pardonnez de ne pas avoir su répliquer. Vous pardonnez d'avoir laissé cette situation-là. Mais c'est aussi pardonner à la vie, à l'univers, de vous faire vivre cette expérience. Et puis, si vous êtes en capacité de pouvoir pardonner à votre ennemi et de l'aimer malgré tout, bravo, félicitations. Mais vous voyez comme l'enseignement, ça c'est un enseignement qui est très très puissant. Moi-même, j'y arrive pas. Enfin, ça dépend qui. Mais quand j'ai un ennemi qui me provoque, qui me rabaisse, qui me dévalorise, qui me critique, qui me juge, qui me condamne, et que au bout d'un moment, c'est insupportable. Alors oui, ça joue sur mon ego. Voilà. Donc c'est très compliqué. Mais dans le cœur, on pardonne, on aime, et ça résout tous les problèmes. Et c'est immédiat. Alors que si vous cherchez à lutter contre votre ennemi, automatiquement, jusqu'à lui prouver que vous êtes plus fort, jusqu'à lui prouver. Pourquoi? Parce que votre ennemi en face, il va pas se laisser faire. Et c'est comme une partie de poker, c'est de la surenchère après. On surenchérit, et puis ça dure, ça traîne, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui capitule. C'est destructeur. Alors que pardonner, aimer, on a immédiatement prouvé qu'on était meilleur que l'autre. On ne se rabaisse pas à son niveau, on ne cherche pas à prendre sa revanche. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Ensuite, Martine. Bonjour, merci pour cette belle conférence. Merci beaucoup. Ça fait beaucoup de bien. Que peut dire Didier sur la situation suivante, à savoir avoir le sentiment d'avoir une mission professionnelle et que ça n'avance pas? Merci pour l'éclairage. D'accord. Là, immédiatement, ce que j'ai capte, c'est Martine, c'est douter de vous-même. Si ça n'avance pas, il y a ça aussi. Si ça n'avance pas, c'est probablement que vous sentez que vous avez quelque chose à faire et vous essayez de le faire de la meilleure manière possible. Et du coup, chercher à trouver la meilleure manière possible, ça crée des blocages. Il faut vraiment vivre l'expérience. C'est un petit peu comme se jeter dans le vide. En fait, si vous attendez d'être prête pour le faire, vous ne le ferez jamais. Parce que c'est en actant, c'est en vivant l'expérience. Encore un autre enseignement que je vais vous partager de mes guides. Mes guides m'ont dit, la vérité est expérience. Si tu ne l'as pas expérimenté, tu n'es pas dans la vérité. Si tu l'as entendu de la bouche de quelqu'un d'autre, si tu l'as vu à la télé, si tu l'as lu dans un livre, ce n'est pas ta vérité. C'est éventuellement la vérité de quelqu'un et qui te fait partager sa vérité. Mais une vérité partagée n'est plus une vérité pour celui qui l'entend, mais une connaissance. Et la connaissance n'est pas synonyme de vérité. Pour une même expérience, vécue par deux personnes différentes, elles ont deux vérités différentes. La vérité de l'une n'est pas plus ou moins vraie que la vérité de l'autre. Deux vérités ne se comparent pas. Tout ça pour dire que si vous voulez être dans la vérité, il faut faire l'expérience. Votre expérience est votre vérité. Et elle ne vous appartient à vous et qu'à vous seul. Combien de fois on a entendu nos parents nous dire « Oui, mais ça, je l'ai déjà vécu, j'ai l'expérience de la vie, tu devrais m'écouter. »
Et on a tort de dire ça. Parce que l'expérience qu'on a eue, c'est notre vérité. Mais notre enfant qui va vivre la situation similaire peut avoir une expérience différente et une vérité différente. Il peut réussir là où on a échoué. Et c'est très réducteur de dire à nos enfants, tu devrais m'écouter, je sais de quoi je parle, je l'ai vécu, je dis ça pour te préserver, parce que du coup, on le met face à une situation qu'il ne connaît pas et on l'empêche de vivre son potentiel. Alors, on cherche à les protéger et en faisant ça, c'est réducteur. Martine, cessez de douter. Quand vous dites que vous avez le sentiment que les choses n'avancent pas, rappelez-vous, le hasard n'existe pas. Tout a une raison d'être et d'exister. Si ça n'avance pas, c'est que vous êtes ou pas tout à fait prête et que c'est vous qui bloquez, ou alors c'est que vous n'êtes pas prête par rapport à la situation et on cherche à vous protéger pour ne pas aller trop vite. Un proverbe que j'ai lu à un moment décisif de ma vie, justement quand je sentais que tout allait basculer, mais j'avais peur de passer le cap, j'avais peur de ne pas être capable. En fait, j'attendais d'être un bon médium. Mais pour être un bon médium, pour pouvoir vraiment aider des personnes que je ne connais pas, parler de leur vie alors que j'ai aucun élément sur eux, je voulais vraiment m'assurer que j'en étais capable. Et donc, j'attendais d'être prêt. Ça sert à rien d'attendre. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et je m'étais adressé à mes guides et je leur avais dit, bon, qu'est-ce que je dois faire? Je le fais pas, c'est le moment, c'est pas le moment, je sais pas. J'avais peur. Et en fait, mais sous le coup d'une inspiration, j'ai senti un message de mes guides, va sur Internet. Bon, bah, j'étais devant mon ordi, je vais sur Internet, tape spiritualité. Alors, je tape dans Google spiritualité. Et là, j'ai tout un tas de résultats relatifs à ma recherche. Je suis attiré par un lien, je sais pas pourquoi, mais je suis attiré. Je clique dessus. Et en fait, sur ce site-là, il y avait des proverbes aléatoires. Et au moment de ma connexion, le proverbe que j'ai eu disait la chose suivante. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on ne les fait pas. C'est parce qu'on ne les fait pas qu'elles sont difficiles. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à appréhender les choses avant de les faire. Mais une fois qu'on les fait, elles se font simplement. Et c'était pas si difficile, ce n'est pas si difficile qu'on ne se l'imaginait. Il faut être à l'écoute, Martine. Œuvrer, acter, et ne cherchez pas à aller trop vite, accueillez les choses comme elles viennent. Si ça stagne aujourd'hui, c'est qu'il y a forcément des choses à comprendre ou à lâcher prise. Une fois que vous lâcherez prise, une fois que vous serez dans la confiance, votre énergie va changer et vous allez voir que tout va se débloquer. J'en suis persuadé. En espérant avoir répondu à votre question. Beaucoup de remerciements et de gratitude dans les commentaires. C'est moi qui vous remercie et c'est moi qui suis dans la gratitude parce que c'est un échange. C'est vraiment un échange. C'est-à-dire que j'ai la chance de capter des messages des guides, j'ai la chance de vivre tout ça. Mais si je ne peux pas le faire partager, à quoi ça sert? Puisque dans ma vie de tous les jours, je suis incapable de le mettre en application. Je suis un médium passage. Alors, je cherche à progresser, je cherche à devenir de plus en plus sage, à mettre de plus en plus en application. Mais si vous saviez le bonheur que c'est de pouvoir le faire partager, c'est tous ensemble qu'on va pouvoir contribuer à rendre le monde meilleur. Si je garde pour moi tout ça, c'est égoïste. C'est complètement inutile, c'est pas productif du tout. Si j'arrive à en toucher même que 10 parmi toutes les personnes qui sont présentes et qui m'écoutent, je sais pas combien vous êtes, j'espère que vous êtes très très nombreux, mais même s'il y en a que 10 à qui ça plaît, même s'il y en a que à 10 à auprès desquels ça va avoir un impact et que ça change quelque chose dans votre vie, eh ben on sera 10 de plus à porter la lumière à travers le monde. Et je crois que le monde a grandement besoin, donc merci à vous. Merci aux associations d'exister qui permettent le lien entre le médium et leurs adhérents. Merci à vous d'être en recherche, en quête spirituelle. Vous êtes des chercheurs, moi-même je suis un chercheur. Je ne détiens pas la vérité, j'ai accès à une partie de la vérité, mais j'ai pas la vérité dans le côté absolu et universel. Et je continue de progresser, mais j'oublie pas ceux qui sont en recherche et qui n'ont pas accès aux vérités auxquelles j'ai accédé, et je les partage avec grande joie. Donc merci également à vous. Valentin confirme. J'imagine que c'est pour la voix. Vous voyez, je ne connais pas ce problème, mais en parlant, en me connectant à votre problématique, même si c'est ça qui est magnifique dans la médiumnité, c'est on n'a pas de connaissances.
J'ai pas appris ça à l'école. Moi, j'ai fait un bac G. Bac G, il n'y a pas de sciences naturelles, il n'y a pas de sciences physiques. Je connais pas l'anatomie, à part le cœur, les poumons, les choses basiques. Mais j'y connais rien à rien. Ok. Eh ben, apprenez à être fort dans votre handicap, Valentin, et vous aurez un autre regard sur vous. Et à partir du moment où vous-même vous aurez un autre regard sur vous, eh ben, j'aurais tendance à dire, c'est comme s'il fallait apprendre à s'amuser de ça, à faire rire les autres de ça. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous, en prenant la parole, les gens sont surprises, eh ben, dites, oui, oui, je sais, ça surprend. Hein. Moi-même, quand je m'écoute parler, à chaque fois, j'ai la surprise. Mais vous tournez ça à l'autodérision. Les gens, parce que les gens, oui, il peut y avoir une gêne, ils vont pas savoir comment réagir, ils ont envie de rire, mais ils veulent pas que ce soit moqueur, et ils peuvent être gênés. Et vous allez sentir leur gêne comme un sentiment d'exclusion. Si vous apprenez l'autodérision, vous allez les décomplexer, vous serez vous-même décomplexé. Enfin, il y en a qui ont fait ça. Il y a un humoriste qui est tout petit, qui a la maladie des os de verre, qui est tout de travers, et il est devenu humoriste. Il travaille l'autodérision. Il a dépassé le regard des autres. C'est ça qu'il faut réussir à mettre en place. Je pense que ça peut être l'une des solutions. Voilà. Changez votre regard sur vous. N'ayez plus peur du regard des autres. Il faut dépasser tout ça. Voilà. Après, c'est des mots, c'est facile à dire. Dans votre situation, c'est difficile à exprimer. Je vous garantis que moi, quand j'étais gamin, je ne parlais pas, je n'osais pas prendre la parole en public. J'avais honte de moi, honte de qui j'étais, parce que je sentais que j'étais différent des autres. Mais regardez la revanche, la belle revanche de la vie. Aujourd'hui, je fais des conférences à travers toute la France, dans des salles où il y a entre 50 et 200 personnes. Et je prends la parole, je suis complètement décomplexé. Et je parle du handicap que j'avais à la base, le fait d'être médium, le fait d'être différent des autres, je le voyais comme un handicap. J'avais honte de moi, et aujourd'hui, je le partage aux autres. C'est une super belle revanche. Voilà. Valentin confirme. Il se dit qu'il a pour but de devenir sonothérapeute. Alors, sono, j'imagine que c'est par rapport au son. Si c'est votre but, allez-y. Parce que, vous voyez, j'avais pas vu ça. Je vous dis, il faut dépasser ça. Faites de votre handicap une force. Si vous y arrivez, vous, avec le handicap que vous aviez de départ, c'est un petit peu comme si vous couriez un marathon avec, je sais pas moi, un muscle en moins dans la cuisse. Vous serez pas dans les premiers, mais vous allez finir le marathon, alors qu'il y en a d'autres qui auront abandonné. Vous serez méritant. Donc, allez-y, Valentin. John, est-ce que l'échec d'une relation amoureuse signifie que la personne qui s'est trouvée, qui s'est trouvée dans ma vie avait quelque chose à m'apprendre? La vie est apprentissage. On a tout à apprendre, même des choses qui paraissent insignifiantes. Donc, oui, tout étant apprentissage, on a forcément quelque chose à apprendre. Tout. D'ailleurs, un autre enseignement que je vais vous partager de mes guides. J'aime beaucoup vos questions parce que du coup, vous me ramenez à tout un tas d'enseignements que j'ai eu des guides et dont je me rappelle grâce à vous. Un jour, mes guides m'ont dit, si tu n'as jamais fait d'échecs dans ta vie, si tu n'as jamais fait d'erreur dans ta vie, tu n'auras jamais rien appris. Si vous ne faites jamais d'erreur dans votre vie, ça veut dire que vous restez dans votre zone de confort et que vous réappliquez les choses que vous connaissez déjà. Et qu'il n'y a aucun risque. Mais si vous prenez des risques, si vous sortez de votre zone de confort, et si vous faites des choses inconnues, forcément, vous ferez des erreurs. Mais mes guides m'ont toujours dit, réjouis-toi de tes erreurs, ce sont elles qui te font grandir. Une erreur, c'est pas un échec. Une erreur n'est pas quelque chose de négatif. Une erreur, c'est pas mal. Rappelez-vous, la notion du bien et du mal, ça n'existe pas, c'est illusoire. Vous êtes en droit de vous tromper. Vous êtes sur Terre, donc métaphoriquement, vous êtes à l'école et vous êtes ici pour apprendre. Apprenez. En cours d'apprentissage, on a fait des erreurs. On n'a pas eu des 20 sur 20 tout le temps. On a fait des erreurs. On a appris de nos erreurs. C'est ce qui fait que grâce à nos erreurs, on a mieux compris la leçon elle-même. Parce qu'une leçon, ce que je vous dis là aujourd'hui à travers cette caméra, ok, c'est beau à entendre, ça vous parle, ça vous touche, c'est génial, c'est que des mots. Vous allez chercher à les mettre en application peut-être. En les mettant en application, vous allez échouer. Vous allez dire, zut, pourtant il avait dit ça, ça paraissait simple, j'ai essayé, j'ai pas réussi, et vous pourriez être frustré, votre ego sera frustré. Mais grâce à votre erreur, moi, depuis que mes enfants sont tout petits, je leur dis,
Dans la vie, le plus grand secret, c'est plus tu essayes, mieux tu y arrives. On ne peut pas y arriver du premier coup. Soyez pas, ne vous dites pas, soyez pas frustrés, ne vous condamnez pas parce que vous n'avez pas réussi. Félicitez-vous déjà d'une, d'avoir essayé, d'avoir le courage d'essayer. Essayez de comprendre pourquoi vous n'avez pas réussi. Une fois que vous avez compris, ok, la prochaine fois, on se dit, si c'est à refaire, la prochaine fois, j'essaierai de faire de telle manière. Et petit à petit, vous allez de mieux en mieux y arriver. Tout est une question d'apprentissage. Dans une relation amoureuse, on a autant à apprendre à l'autre qu'à apprendre de l'autre. Il faut encore l'accepter. Très souvent, lors d'une rupture sentimentale qui nous a blessés, on a tendance à vouloir rejeter l'autre et ce qu'on a vécu et ce qu'on a pu apporter. On est dans une espèce de souffrance. L'ego souffre. Et on est dans cette notion de rejet. Une fois qu'on a dépassé tout ça, on verra l'enseignement où il nous a forcément enseigné de toute façon quelque chose. Voilà. En espérant avoir répondu à la question. Ensuite, Charlotte, d'après votre expérience de médium, pensez-vous que les défunts emportent avec eux leur ego et leur personnalité tels qu'ils étaient de leur vivant? Oui. Oui, mais il faut bien comprendre une chose. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait la notion de réincarnation. Et dans chacune des réincarnations, vous avez une identité, une personnalité, un ego différent. Donc, au début, quand vous venez à peine de décéder, vous êtes encore marqué de l'empreinte de votre personnalité, de votre ego, de votre vie terrestre actuelle. Et plus vous êtes réparé de votre vie terrestre, plus vous lâchez votre ego, plus vous vous rapprochez de votre âme, et plus vous perdez l'ego. Mais l'âme, j'aurais tendance à dire que l'âme, elle a quand même sa propre personnalité. Mais personnalité et ego, ce sont des choses différentes. La personnalité, c'est qui vous êtes, voilà, dans votre nature. Et l'ego, c'est la manière dont vous manifestez votre personnalité. Ce que vous allez accepter, rejeter, condamner, etc. Voilà. Donc, il y a une ressemblance. Moi, quand je contacte des défunts, comme j'aime pas parler dans le vide, comme j'aime pas raconter n'importe quoi, j'ai le besoin qu'ils me prouvent en se décrivant. Ils vont se décrire tels qu'ils étaient du temps de leur vivant. Et très souvent, je vais dire dans les salles, dans la partie médiumnité publique, je vais dire, il me dit qu'il était comme ça, qu'il aimait bien ça, je le décris dans sa personnalité, dans son ego. Les gens le reconnaissent. Voilà. J'ai besoin que la personne qui est en face reconnaisse l'esprit avec lequel je rentre en contact. Donc, il va me parler de lui, du temps de son vivant. Mais il m'est aussi arrivé de dire à des gens, si vous aviez le bonheur de le voir tel que je le perçois moi aujourd'hui, vous le reconnaîtriez pas. Il a tellement évolué. Aujourd'hui, il est plus. Avant, il parlait vite, il coupait la parole, il savait pas écouter, il était trop impulsif. Maintenant, il fait preuve de sagesse, il écoute, il hoche la tête, il sourit, il parle presque pas. Il accepte que l'autre puisse avoir raison par rapport à son point de vue, au lieu de vouloir imposer son point de vue. Ça m'est déjà arrivé vraiment de dire à des personnes, si vous aviez le bonheur de le voir tel que je le perçois aujourd'hui, vous ne le reconnaîtriez pas. Et si je vous l'avais décrit tel qu'il est aujourd'hui, vous m'auriez dit, non, c'est pas lui. C'est la raison pour laquelle l'âme me décrit d'abord comment elle était du temps de son vivant et comment elle est aujourd'hui. Elle n'a même pas besoin de me dire comment elle est aujourd'hui. Par empathie, je suis connecté à son énergie, je le vois tel qu'il est aujourd'hui. Mais il me montre, et c'est ça qui est génial. Ils en parlent ouvertement, il n'y a plus de notion de honte, de culpabilité. En fait, ils décrivent, ils reconnaissent les points négatifs de leur personnalité du temps de leur vivant sur Terre. Alors que quand vous êtes dans votre ego, vous ne reconnaissez rien du tout. C'est toujours la faute de l'autre. C'est lui qui vous a poussé dans vos retranchements et c'est de sa faute si vous réagissez de cette manière-là. L'âme, elle, non, j'étais comme ça. J'ai pas su réagir autrement. On est capable de reconnaître. Et si vous imaginez les réconciliations qu'il peut y avoir entre une personne encore vivante sur le plan terrestre et un esprit qui s'est désincarné, qui est passé de l'autre côté, quand l'esprit reconnaît que oui, il aurait dû être plus à l'écoute, que oui, il a mal réagi, que oui, il a eu un mauvais comportement, une mauvaise attitude, si vous savez les réconciliations, l'apaisement que ça peut apporter, c'est génial. Donc oui, une âme, quand elle passe de l'autre côté, elle conserve sa personnalité, mais elle perd peu à peu de son ego.
Et puis, on est là pour évoluer. C'est comme sur Terre, l'attitude que vous aviez quand vous étiez ado, la personnalité que vous aviez quand vous étiez ado, rebelle, révolté, elle a évolué. Vous êtes pourtant toujours la même personne. Et en même temps, vous avez abandonné une partie de cet ego d'ado. Et plus on évolue dans le temps, et plus on s'assagit avec le temps, avec les expériences. Voilà. L'âme, c'est la même chose. Elle continue d'évoluer. Elle est de plus en plus, elle approche de plus en plus la source. Et la source, c'est l'amour inconditionnel. Ça veut dire aimer sans aucun requis, sans aucune condition. Il n'y a aucune condition pour aimer. On aime. Voilà. En espérant avoir répondu à votre question. Catherine, merci, vous êtes lumineux et je ressens beaucoup d'énergie en vous écoutant. Merci Catherine. J'aurais tendance à dire que on ne voit dans l'autre que ce qu'on a en soi. Donc si vous le voyez en moi, c'est que vous êtes quelqu'un de lumineuse. De toute façon, on a tous cette lumière en nous et on a tous ce foutu ego qui vient, c'est comme le nuage qui va cacher la lumière du soleil. Voilà. Donc, faut arriver à passer à travers ce nuage, cet ego, pour faire briller le cœur. Et là aujourd'hui, mais je baigne dans de belles énergies, mais grâce à l'association, grâce à vous qui êtes là et qui écoutez, parce que vous me permettez d'être dans l'énergie que j'aime, que j'apprécie, d'être dans le partage, etc. Donc, forcément que oui, il y a une belle lumière et il y a cette générosité, mais dans la vie de tous les jours, je vais être le premier à me mettre en colère quand j'entends restriction, manque de liberté, il faut un papier pour pouvoir sortir, etc. Je vais être le premier à me mettre en colère. Là, je suis plus du tout lumineux. Je suis Didier Giraud avec son ego de merde. Désolé pour le côté insolent, mais je suis quelqu'un de transparent, donc je m'exprime comme je pense en fait. Donc j'ai un ego de merde. Pour moi, un ego, c'est forcément quelque chose de son. Et dans ma vie tous les jours, je réagis avec cet ego de merde. Mais quand j'ai le bonheur de partager avec des personnes qui sont en quête spirituelle, vous êtes des frères et des sœurs de lumière. Voilà. Donc merci également énormément à vous. Charlotte avec humour, Didier, médium, passage, mais médium. Ah, passage, un jeu de mots. Alors passage de mots, comme je l'ai dit, par et puis plus loin sage. Et médium, passage, mais en un seul mot, le passage. Effectivement, médium sert d'intermédiaire entre les deux. Il fait le lien, donc il crée le passage. Merci Charlotte, j'avais jamais vu ça de cette manière-là. En fait, un médium passage, c'était le titre de mon livre qui m'avait inspiré. Mais alors là, du coup, Charlotte, grâce à vous, je vais vous verser des royalties, je pense. Grâce à vous, un médium passage, mon livre pourrait se terminer avec cette notion-là. Merci. Vous voyez, on apprend tous les uns des autres. Merci grandement, Charlotte. Isabelle, merci. Vous nous permettez d'y voir plus clair et plus loin pour pouvoir accepter notre situation et accueillir les circonstances avec ouverture d'esprit. Eh ben, j'en suis ravi, Isabelle. C'est vraiment le but. Merci également. Martine, merci beaucoup, Didier. Votre message me touche droit au cœur. Le problème de la médiumnité, c'est qu'en fait, quand je capte les choses, une fois que j'ai dit ce que j'ai capté, ça s'efface de ma mémoire. Et là, je suis embarrassé, Martine. Ah si, ça y est, ça me revient. J'avais déjà oublié. C'est la mission professionnelle avec des blocages, etc. Ça vous touche droit au cœur. Ok, donc ça veut dire que si ça vous touche droit au cœur, c'est que il y avait du vrai dans ce que j'ai dit, que c'était juste et que ça vous a éclairé. Donc j'en suis ravi. Voilà. Bon. Il est 16h. Ah, ça fait déjà 2 heures qu'on a commencé. Après, alors, je sais pas si... moi, je pense que j'ai fait le tour de la question. Coucou Isabelle. Coucou François. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai bien exprimé ce que je souhaitais exprimer par rapport à cette notion du hasard. J'ai répondu aux questions. Donc, François, Isabelle, si vous souhaitez intervenir à votre tour. Merci Didier, merci pour cette belle conférence et toutes ces belles réponses parce que je vois qu'il y a beaucoup d'émotions dans les commentaires. Et Nadine, alors j'étais en train de vous noter le message de Nadine qui vous remercie et qui vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. C'est gentil, belle fête de fin d'année également à en espérant que chacun puisse se passer dans de très bonnes conditions, malgré le contexte actuel. Ce qu'il faut, c'est orienter vraiment sa conscience, son esprit dans les choses positives, ce qui nous apporte de la joie en fait. Et plus on sera dans la joie, et moins le contexte actuel nous pèse. Parce que François, tu l'as dit tout à l'heure, plus on pense à quelque chose, la pensée étant créatrice, plus on y pense, plus on y accorde du pouvoir, de l'importance,
et plus on renforce ce côté-là. Et ça a un impact après sur nous, les émotions, notre mental, notre manière d'appréhender le monde, et puis notre interaction avec les uns et les autres. Quand on est positif, qu'on est lumineux, en fait, pour moi, c'est l'énergie, c'est quelque chose qui se contamine. C'est comme un virus. L'énergie est un virus et on peut contaminer les gens. Quand on est positif, eh ben, on apporte du bien-être, du mieux-être aux autres, on les a contaminés comme un virus. Et quand on est négatif et qu'on parle de choses négatives et qu'on n'est pas content, et ben, on contamine les autres et puis on leur plombe le moral. Voilà. Donc, pensez à ces fêtes de Noël avec la joie de vous retrouver entre amis, famille, le bien-être que vous allez apporter. Et rien que ça, ben vous allez briller vous-même et vous contribuerez à être un artisan de lumière et à construire un monde meilleur. Voilà. J'ai adoré, François. À un moment donné, tu as dit, il faut pas être contre la guerre, il faut être pour la paix, ou je sais plus si c'est ça exactement, mais je me suis vu dans la caméra, j'ai fait un oui parce que j'étais entièrement d'accord. Il faut cesser d'être contre ce qui nous dérange. Il faut être pour ce qu'on en apprécie, tout simplement. Voilà. Bon. En tout cas, merci à tous les deux et puis merci à tous les participants. Ça m'a fait du bien. Toute l'année là, 2020, pas de conférence, pas ce contact, cette interaction. Ça m'a manqué un point et là, je rebaigne dedans. Donc merci et merci grandement à tout le monde. Voilà. Merci à toi, Didier. Merci beaucoup pour le temps accordé, pour cette très belle conférence, ces réponses également que tu as pu apporter aux diverses questions. Merci à tous les participants. Merci à Isabelle qui, en sous-main, s'est chargée de reprendre et de porter à ta connaissance ces questions. Et puis, pour clôturer cette très belle après-midi, ce que je retiens, moi, c'est principalement aimer l'autre dans sa différence. Oui. Parce que du coup, à ce moment-là, il y a plus de peur, il n'y a plus de barrière. Accepter l'imprévu. L'imprévu, on l'a eu voilà, en début de conférence. Je t'appelle, Didier, qu'est-ce qui se passe? J'ai personne au téléphone. Bon, on attend, ça va bien se passer de toute façon. Voilà. Et puis tu es arrivé. En cours de route, l'ordinateur qui s'arrête, voilà, j'avais plus rien et ça n'a rien coupé. Donc, merci, on est bien aidés. Et puis, surtout, en cette période de fête de Noël, où c'est vraiment le partage qui est le plus important, hein. Avant les festivités, le casse-croûte, les cadeaux et tout ça, ce partage, soyons vraiment tous des colibris d'amour. Faisons tous notre part du travail, on est tous à notre place, hein. Ça c'est quelque chose aussi que tu disais, Didier, et j'en suis absolument convaincu. Tout dans l'univers est magnifiquement orchestré et les choses arrivent quand elles doivent arriver. Donc, on est tous à notre place, on a tous à partager, on a tous à apporter. Soyons tous des colibris d'amour pour un monde meilleur. Et puis, ce virus d'amour, effectivement, on peut le diffuser tant qu'on veut, celui-ci, et il n'y a pas besoin de se faire tester. Donc, je vous souhaite à tous de très belles fêtes de Noël. Et puis, au mois prochain, pour la prochaine conférence. Et là, pareil, on attend, on verra, est-ce que ce sera en salle ou pas, ou encore en visio. Voilà, on est aidé par la technique et c'est magnifique et ça fait beaucoup de bien. Merci, merci à vous tous. Merci également. Merci François, merci Didier.